Mesdames et messieurs, chers conférenciers, je suis ravie de vous voir aussi nombreux et je suis très heureuse d'ouvrir au nom du rectorat de l'Université de Genève cette conférence. J'aimerais d'abord peut-être dire quelques mots sur la Maison de l'Histoire, notre Maison de l'Histoire. Notre Maison de l'Histoire est une des entités de l'université où les chercheurs et les enseignants, évidemment, parce qu'à l'université, on n'a que des chercheurs qui sont des enseignants et des enseignants qui sont des chercheurs, se rencontrent donc dans cette unité tous les chercheurs qui sont intéressés par, tous les chercheurs ou tous ceux qui le souhaitent, par la relation que nous avons avec notre histoire, l'histoire du monde, l'histoire de la nature, de l'humanité, des sciences, etc. Vous trouvez donc à la Maison de l'Histoire, vous trouvez des historiens, bien entendu, vous trouvez aussi des médecins, vous trouvez des juristes, vous trouvez des psychologues, vous trouvez des scientifiques, vous trouvez des spécialistes des sciences de l'enseignement, ainsi de suite. Je suis donc particulièrement heureuse que cette conférence peut avoir lieu pour documenter ce gros travail qui a été fait, qui est en cours depuis de nombreuses années, depuis 2008 déjà, documenter donc cette interdisciplinarité qui doit y avoir de nos jours entre les sciences que nous enseignons ici à l'université et que nous étudions, mais qui sont cette interdisciplinarité qui est aussi énormément importante dans la vie de tous les jours, dans le monde actuel du travail. Je suis donc heureuse de féliciter l'équipe de direction et l'équipe qui épaule la direction de la Maison de l'Histoire. Et j'aimerais mentionner en particulier la professeure Micheline Louis Courvoisier, le professeur Michel Grandjean et le professeur Pierre Souris, qui, l'une de médecine, l'autre des lettres et le troisième de théologie, documente très bien à quel point on peut travailler ensemble. Je vais écouter cette conférence avec un énorme intérêt. Je pense que c'est la même chose pour vous. Un énorme intérêt, pourquoi? Parce que nous allons parler de deux phénomènes importants de notre société. Nous allons parler du savoir, de l'énorme masse de savoir que l'humanité a accumulé, a engrangé, qui est aujourd'hui disponible, accessible, voire même jeté à la figure de tout un chacun par les moyens de communication. Donc cet énorme trésor que nous avons, qui peut néanmoins ressembler à une avalanche pour certains. Pour certains qui peuvent éventuellement se sentir désemparés, démunis devant cette avalanche. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se sent démuni? On se replie très souvent. On peut se replier en tout cas. On peut se replier sur quoi? Plutôt que rester dans le fil donc du raisonnement scientifique, plutôt se replier sur ses croyances. Ce qu'on ressent, le domaine dans lequel on ne se sent plus obligé de documenter, de prouver, de discuter. Là, on peut vraiment rester dans son fort intérieur. Évidemment, ces deux phénomènes se rencontrent. Et c'est de là qu'on va parler ce soir, parce que la limite de l'un par rapport à l'autre n'est pas facile à tracer. Et je suis donc très intéressée d'entendre ce que notre conférencier nous dira sur cette interaction des croyances et du savoir, éventuellement de ses avantages, de ses dangers aussi. J'aimerais juste, avant de laisser la parole à la professeure Louis Courvoisier, j'aimerais peut-être juste encore me permettre, puisque je suis la première à parler, une première question que vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Nous avons aujourd'hui donc, nous nous posons la question si le grand singe était le grand-père, notre grand-père.
Alors moi, je vous pose la question, alors qui était notre grand-mère? Parce qu'évidemment, comme on sait tous, la femme a toujours été et reste l'avenir de l'homme. Donc, je vous remercie d'avance de votre conférence, de l'heure excellente que je suis sûre que nous allons tous passer. Et je passe la parole à la professeure Louis Courvoisier. Merci beaucoup. Alors, je dois dire que je me réjouis beaucoup d'avoir la réponse à la question de Madame la vice-rectrice, que je remercie beaucoup pour son introduction chaleureuse. Et je vous remercie aussi tous d'être là ici ce soir pour cette nouvelle grande conférence de la Maison de l'Histoire. Et c'est la première fois, depuis qu'on a commencé notre cycle de conférences, que l'on va baliser les sentiers de l'histoire des sciences. Et je suis très heureuse de pouvoir justement aller dans ce terrain-là aussi. Mon grand-père était-il un grand singe? Vous l'avez vu, c'est le titre que nous avons donné à cette conférence et que je ne vais pas commenter parce que finalement, à chacun ses représentations du grand singe et surtout à chacun son grand-père. Mais je voudrais dire deux mots, et je me suis posé un peu les mêmes questions que Madame Baddeley, sur le sous-titre que nous avons ajouté, Entre science et croyance. Il y est implicitement question de deux facultés de l'esprit, l'imagination et la raison, qui entretiennent d'étranges relations entre elles. D'un côté, nous avons les croyances qui sont liées à l'imagination, de l'autre, les sciences qui sont liées à la raison. Et les croyances sont alimentées, constituées par nos représentations, nos anxiétés, nos aspirations, nos idéaux, nos rêveries, nos fantasmes, le tout joyeusement mélangé dans notre imagination, la plupart du temps à l'insu de notre plein gré. De l'autre, nous avons les sciences qui sont basées sur des faits récoltés avec une méthodologie établie, rationnelle, qui sont interprétées avec toute la précision et la rigueur requises, et le tout soigneusement organisé dans notre raison. Que ce soit dans notre vie de chercheur ou dans notre vie de tous les jours, l'imagination et la raison cohabitent harmonieusement et s'enrichissent mutuellement. Ainsi, un scientifique a besoin de créativité qu'il peut additionner à sa rigueur pour suivre des pistes intellectuelles originales. Il en va de même dans notre vie au quotidien. On a tous pu le constater quand, par bonheur, un trait de génie créatif nous permet de trouver une solution, comme l'indique ce dessin de Mordillo. Non, voilà, comme l'indique ce dessin de Mordillo, de nous permettre de trouver une solution nécessitant de rallier des exigences contradictoires. Le fruit de cette alliance peut aussi bien s'exprimer dans la solution d'un théorème difficile à résoudre, dans l'écriture d'un poème ou d'un livre brillant, ou encore dans le résultat d'une béchamel exceptionnelle. Mais à un autre niveau, cette cohabitation devient problématique, quand nos croyances, inscrites dans notre imagination, se déplacent vers notre raison, tournent en certitude, excluent le doute, nous figent, individuellement et collectivement, dans une pensée immobile. L'histoire a montré à maintes reprises à quel point des pensées innovatrices qui heurtent des traditions morales et intellectuelles peuvent rencontrer des résistances et figer la pensée justement. Et là, l'histoire le montre encore, le découpage ne se fait pas entre les scientifiques rationnels d'un côté et tous les autres dont le jugement serait obscurci par leur représentation. En effet, les récalcitrants, si vous voulez, se trouvent dans toutes les catégories et à toutes les époques. Je pense simplement à la découverte de l'anesthésie à titre d'exemple. Vous en conviendrez, c'est une découverte quand même, ou une innovation dont nous pouvons être reconnaissants. Eh bien, il a fallu 70 ans pour qu'elle s'impose. En 1770, la formule de l'anesthésiant a été trouvée, des textes médicaux en attestent, mais ce n'est qu'en 1847 qu'elle est entrée dans la pratique, et encore très progressivement. Or, des résistances extrêmement pugnaces qui ont été énoncées l'ont été par des médecins célèbres, reconnus et tout à fait accrédités. En fait, une découverte, une nouvelle manière d'envisager notre réalité s'inscrit bien sûr dans un contexte historique qui ne se constitue pas toujours et même peut-être assez rarement dans un terrain propice. Les découvertes de Darwin ne font pas exception, au contraire. Il a rencontré des résistances féroces. Vous en voyez juste là une caricature, il y en a des dizaines et des dizaines qui ont été dessinées à l'époque.
Mais il faut bien le dire que ses réflexions sur l'origine des espèces, son livre est paru en 1859, avaient quelque chose d'inacceptable. Alors que ses contemporains se pensaient être des êtres supérieurs, des cerveaux spiritualisés, on a un siècle où la religion est extrêmement forte, Darwin leur annonce qu'ils ont des liens généalogiques avec le chimpanzé, l'orang-outan ou pire encore le bonobo. Franchement difficile à avaler dans un siècle empreint d'une moralisation à toute épreuve qui, dans ses représentations, ne pouvait pas envisager la part animale de l'être humain. L'origine des espèces, donc le livre de Darwin, a été vendu très rapidement puisqu'il a été écoulé en 24 heures. Il a donc rencontré en même temps un terrain extrêmement fertile, mais en même temps une grande violence. Donc si chacun se débrouille comme il veut et comme il peut avec le dialogue qu'il a entre sa raison et son imagination, en revanche, lorsqu'il s'agit de décisions collectives, institutionnelles, il vaut mieux limiter les confusions, et notamment lorsqu'il s'agit d'éducation. Il est de notre responsabilité d'étayer nos enseignements sur un contenu fiable, reproductible, démontrable, basé sur une argumentation solide, une analyse rationnelle d'une part. Mais il est aussi nécessaire de rendre explicites nos manières de réfléchir, d'envisager un problème, de pouvoir ainsi offrir à nos élèves et à nos étudiants les outils nécessaires à un regard informé et à un jugement pesé pour qu'ils puissent aussi prendre leurs décisions de chercheurs, d'individus et de citoyens. Depuis 150 ans, suite aux écrits de Darwin, s'opposent la théorie de l'évolution et la vision créationniste de l'origine de l'homme. Ce débat dure, preuve que les résistances sont très profondes. Pour y voir plus clair, nous sommes vraiment très heureux d'accueillir ce soir Pascal Pic, paléanthropologue au Collège de France. Il a commencé par une formation en physique théorique et en archéologie préhistorique. Il a écrit sa thèse sur l'évolution des caractères morphologiques de l'articulation temporo-mandibulaire des hominidés et implications phylogénétiques. Il entre au Collège de France en 1991. Il poursuit ses recherches sur les fossiles de la mâchoire et des canines et les enrichit par des recherches liées à l'éthologie et à la génétique. On parlait d'interdisciplinarité, on est en plein dedans. Pascal Pic est un intellectuel qui s'investit dans la cité par le biais de ses engagements de chercheur sur l'origine de l'homme, mais aussi sur les questions de la biodiversité. Il a écrit d'innombrables livres, et je ne citerai que 3 de ses ouvrages. Lucie et l'obscurantisme, paru chez Odile Jacob, on va les voir, paru chez Odile Jacob en 2007, Le monde a-t-il été créé en 7 jours, paru chez Perrin en 2009, et de Darwin à Lévi-Strauss, L'homme et la diversité en danger, paru chez Odile Jacob en 2013. J'aimerais dire que Pascal Pic a une écriture qui est pleine d'allant, pleine d'humour, extrêmement intéressante, et ce sont des livres absolument passionnants, même pour ceux qui ne connaissent rien sur la mandibule. J'aimerais aussi juste souligner que Pascal Pic a aussi écrit beaucoup de livres pour la jeunesse, qui ont l'air extrêmement intéressants. Je suis donc vraiment très heureuse de vous passer la parole, et en rappelant à vous tous qui êtes là que, comme d'habitude, nous aurons un moment pour des questions. Bien. Voilà, c'est impressionnant. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, mes chers collègues. Madame la vice-présidente. Ah, je ne sais pas où elle est passée. Ah, vous êtes là, pardonnez-moi. Merci pour cette présentation. Oui, alors, je vais vous parler de mandibule. Vous avez bien fait de vous déplacer, hein. Ce n'est pas tout ce qu'on peut raconter qu'une mandibule, c'est absolument incroyable. Donc, merci pour cette belle invitation. Très heureux d'être là. Et en plus, avec ce temps, c'est absolument extraordinaire, quoi. Et merci justement d'être là alors qu'il fait si beau dehors. Je vais essayer de répondre à tous les défis qui me sont lancés, hein, interdisciplinarité, histoire des sciences et des femmes. Et on va tout de suite commencer. Alors, hop, je ne sais pas pourquoi ça bouge ce truc, c'est encore vivant. Alors, mon ancêtre, ce grand singe, donc j'ai raccourci un peu le titre, et effectivement, dans notre culture occidentale, et on va voir pourquoi, dès qu'on parle de singe, tout de suite, ça met mal à l'aise. Il y a une semaine à peine, j'étais au LH Forum, enfin l'économie positive, au Havre, et j'étais avec une dame absolument extraordinaire qui s'appelle Claudine André. Et Madame Claudine André, vous la connaissez certainement par de très beaux documentaires
sur le sanctuaire des bonobos de Loya. C'est elle qui recueille ces petits bonobos qui sont orphelins à cause des trafics divers. Et ça fait 30 ans qu'elle fait ce magnifique travail. Et nous étions ensemble devant les enfants. Et c'est extraordinaire parce que dès qu'on voit arriver ces grands singes, il y a un formidable malaise. Il y a d'abord une fascination. Fascination parce qu'on voit bien qu'ils sont si proches de nous. Et puis aussi un rejet, parce qu'avec tout ce qu'on leur a mis sur le dos en termes de légendes, de stupidité, dès qu'on veut insulter quelqu'un, dans la culture occidentale, c'est-à-dire celle du bassin méditerranéen, bon, espèce de singe, de macaque, ou fais pas le singe, hein, on a tous entendu ça quand nous étions petits. Mais vous savez, c'est étonnant parce qu'on va avoir la même chose qui va arriver, et c'est déjà le cas, avec les robots et les machines intelligentes. C'est ce que nos collègues américains appellent the uncanny valley, c'est-à-dire que, en fait, dès qu'une entité mobile et humanoïde se rapproche de vous, ça va. Mais à un moment, elle est tellement proche que ça vous met mal à l'aise. Et donc, il y a une espèce de passage psychologique, une espèce de, comme dirait la mécanique quantique, un puits de potentiel qui fait qu'on l'accepte tant que ça se rapproche, mais tant qu'il y a encore cette différence, mais d'un seul coup, quand il n'y a plus cette distance, on ne sait plus trop comment se comporter. Alors c'était marrant de voir les jeunes qui étaient à la fois fascinés, émerveillés, et puis qui riaient pour reprendre de la distance. Et il est vrai qu'on est tous comme ça. Donc, et on va voir les raisons culturelles, en tout cas, je vais les évoquer. Alors, ça tombe bien d'être à Genève, parce que, étant arrivé un petit peu tôt, et j'en ai profité pour me promener dans votre belle vieille ville, et je suis tombé sur la maison de Rousseau. Enfin, ça, quand même, formidable. Et cette grande aventure qui nous intéresse justement commence avec Jean-Jacques Rousseau, les Lumières et les naturalistes. En fait, tous les peuples connaissent les faunes et les flores qui les entourent, enfin d'une manière ou d'une autre. Et comme l'a très bien rappelé Claude Lévi-Strauss et toute son école, c'est que les éléments de nature et leur diversité qui nous entourent participent de notre construction au monde, de notre façon de nous comporter vis-à-vis du cosmos et de l'altérité. Donc, selon les régions du monde, on risque d'avoir des constructions ontologiques, c'est-à-dire l'ontologie, c'est ce qui donne du sens à notre vie dans le rapport aux autres, au cosmos, à l'histoire, à la diversité, etc. Or, il se trouve que nous, les Occidentaux, c'est-à-dire les fondements de notre culture qui nous vient du bassin méditerranéen, avec les trois grands monothéismes, il y a aussi les grandes philosophies qui sont là, eh bien, en fait, nous sommes dans une des rares régions du monde où il n'y a pas de singes. Eh oui. Ce qui fait que nous avons autour de nous que des animaux à quatre pattes, et un seul est sur deux pieds, les pieds au sol et la tête vers le ciel, donc vers Dieu. L'échelle naturelle des espèces d'Aristote reprend cela de manière remarquable, et on a tous en tête cette procession des animaux. Et Aristote ne connaissait pas le chimpanzé, donc ils sont tous à quatre pattes, et d'un seul coup, il y en a un qui est tout droit, c'est nous. Eh bien, vous allez voir que le plus difficile dans mon domaine à l'heure actuelle, ce n'est pas de mettre les fossiles qui ne sont pas intermédiaires, mais qui participent de cette grande histoire de famille avec nous, les grands singes actuels, mais c'est justement de décrire, d'un point de vue scientifique, alors qu'on a toutes les données, ce passage entre nos grands singes, soi-disant les ancêtres, et nous. Alors, d'où viennent les théories de l'évolution? Eh bien, ça ne vient pas des fossiles. Les fossiles, on en avait, on les connaissait, mais on ne savait pas ce que c'était. Par exemple, Léonard de Vinci, en fait, de toute façon, il est surtout, je me dis, celui-là, l'interdisciplinarité, c'est Léonard de Vinci, il a tout touché. Donc, il connaissait les fossiles. Galilée s'était intéressé aux formes des eaux, d'ailleurs, c'était assez intéressant. Mais grosso modo, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ce sont des curiosités, c'est fascinant, mais on ne sait pas trop ce que ça signifie. En fait, les théories de l'évolution vont venir d'une vision ordonnée de la nature. À la charnière du XVIe, enfin XVIIe, XVIIIe siècle, il y a en Europe un grand engouement pour les choses de la nature. Y participent donc ceux qu'on appelle les naturalistes, et là on retrouvera bien sûr, je l'ai déjà cité, Jean-Jacques Rousseau, mais Charles Linné, les Tournefort, les Jussieu, les De Candolle chez vous. Hein, donc voilà, donc il y a un immense engouement pour la nature qui est considérée comme un temple divin.
Car cette diversité est conçue, bien sûr, à l'époque, comme une œuvre du créateur. Il n'y a pas d'autre façon de le concevoir. Et ça montre bien, dès le départ, qu'une démarche scientifique n'est pas forcément incompatible avec la religion, et qu'au contraire, là, la motivation profonde, ça va être, après avoir décrit la mécanique céleste, de regarder si sur la Terre, dans la diversité des formes vivantes, il n'y a pas, en fait, un message, une intelligence qui exprimerait la grandeur du Créateur. Et donc, parmi tous ces naturalistes, et Linné d'ailleurs herborisera avec Rousseau, il y a l'invention d'une discipline scientifique qu'on appelle la systématique, et qui consiste donc à rechercher une idée ordonnée, cohérente, intelligible de la diversité des espèces. Et toute science, chers amis, commence par observer, comparer, classer. Observer, comparer, classer. La chimie moderne, les tableaux de Mendeleïev commencent évidemment par une vision ordonnée des éléments. Eh bien, les théories de l'évolution viendront de là. Alors, Pasteur, que dis-je, ça sera plus tard, Charles Linné était fils de pasteur suédois, c'est là mon lapsus, pardon, et franchement, pas du genre à rigoler avec les textes sacrés, d'accord? Et, comme le dira perfinement Buffon, Dieu a créé, Linné a classé. Mais il n'empêche que nous avons là les fondements d'une grande œuvre scientifique et les noms des personnages qui participent de ce qui deviendra donc l'histoire naturelle. Hein. Donc là, on passe de l'histoire naturelle et même aux sciences naturelles, au sens où on l'a connu. Et tous ces protagonistes, eh bien, vous avez leurs noms autour du Jardin des Plantes à Paris, que ce soit le campus Jussieu ou les noms de rues. Donc voilà, grand mouvement, puis en Suisse également, bien sûr. Et les deux Candolle ont participé de manière d'ailleurs très fondamentale en termes conceptuels aux méthodes de la classification qu'on appelle la systématique. Alors, de certaine manière, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Sauf qu'alors qu'ils n'ont rien demandé, ces gars-là, les grands singes arrivent en Europe. Alors, ils ne sont pas arrivés par Club Med, hein, encore moins par Air France. C'est les grands voyages et c'est aussi la passion pour les cabinets de curiosité, qui sont les ancêtres de nos muséums d'histoire naturelle. Et ces singes arrivent chez nous, et le trouble est immédiat, parce qu'on le voit bien, qu'ils ressemblent bien plus à nous les hommes que tous les autres espèces, mammifères en l'occurrence, qui sont autour de nous, dans ce monde du bassin méditerranéen. Alors, on connaissait bien quelques singes chez les Égyptiens anciens, le fameux dieu Thoth, qui était en fait le protecteur des scribes, parce que les babouins à Madrias, il s'agit de cela, tous les soirs, lorsqu'ils sont à la fin de la journée, ils se mettent sur les falaises et ils mettent la main au-dessus des yeux pour voir le soleil se coucher. Donc les Égyptiens ne pouvaient pas louper ça, évidemment. Et ce dieu Thoth, donc, vous voyez, est au plus proche de l'intelligence et des scripts. Et je rappelle que si vous allez dans les cultures orientales, Japon, Inde, Chine, les singes sont au plus proche des hommes et les animaux les plus nobles. Il n'y a que dans la culture occidentale que le singe dérange. Dans les autres cultures, le singe est honoré, dont d'ailleurs le fameux dieu Hanuman. Donc ces singes arrivent, et ils arrivent dans un contexte double, qui est celui d'une part donc, des sciences naturelles, je l'ai évoqué, mais aussi de la philosophie des Lumières. Et cette société, qui est soumise au conservatisme d'une société de droit divin, évidemment, aspire au changement, et il est très clair qu'on commence à s'interroger sur l'idée des origines des sociétés humaines. Donc, dans une interrogation qui, elle, ne s'intéresse plus au créationnisme. Donc, on essaie de regarder les origines naturelles de l'homme. Alors, c'est très conceptuel. Il y aura deux approches dans ce rapport à nos origines, notamment pour nos sociétés, avec le contrat social. Est-ce que l'homme de nature est bon, c'est Rousseau, ou est-ce que l'homme de nature est violent, c'est Hobbes? Donc on aura ces deux approches. Mais en attendant, ce qui est intéressant, c'est que l'idée qu'il existait des hommes d'avant des civilisations commence à émerger, non pas vraiment d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue d'une réflexion philosophique sur l'homme capable de prendre évidemment sa destinée en main. Il s'agit bien de ça, bien sûr.
Alors voilà les quelques singes qui arrivent à cette époque-là. Et sur la représentation de droite, cette gravure, vous remarquez que vous avez un chimpanzé, d'ailleurs, qui ressemble étonnamment à un bonobo. Je rappelle que les bonobos n'ont été vraiment identifiés sur des crânes qu'en 1929 au musée de Tervuren à côté de Bruxelles et qu'on les a observés pour la première fois sur le terrain en 1974. Et voici que ce chimpanzé qui est là ressemble notamment à un bonobo, et puis vous avez à côté un orang-outan. D'ailleurs, on les confond un peu les deux, on ne sait pas trop d'où ça vient. On sait qu'aujourd'hui, les bonobos viennent d'Afrique, comme les autres chimpanzés, que les orang-outans viennent d'Asie, et puis derrière, vous avez qui? Le bon sauvage. Et donc, s'installe une interrogation des origines, et Rousseau d'ailleurs, c'est Claude Lévi-Strauss qui le rappelle, Rousseau pense que ces chimpanzés sont peut-être des humains, déjà à cette époque-là. Charles Linné, dans la manière de nommer ces espèces, qu'on appelle la taxonomie, vous savez, on classe, ensuite on donne des noms aux catégories, ce qu'on appelle la taxonomie, eh bien, en fait, ces grands singes seront dans le genre Homo, donc le genre humain. Et Rousseau a cette très belle attitude humaniste qui consiste à dire « laissons-les dans le genre Homo, attendons les avancées des connaissances, et il sera bien temps de prendre la décision, avec dignité, peut-être de les en exclure. » C'est quand même assez magnifique. Mais voilà, assez curieusement, et c'était évoqué dans les deux textes de présentation, les philosophes sont absolument fascinés par ces grands singes. Mais je vous rappelle qu'à l'époque, on ne connaît quasiment rien du monde. Il va falloir attendre quand même la fin du XIXe siècle, pour qu'on connaisse à peu près l'intérieur de l'Afrique. Pour vous dire comme l'Afrique nous inquiète, les premières expéditions qui vont s'éloigner des côtes africaines, notamment des côtes occidentales, avec Paul Pelloni du Chaillu, vont aspirer une nouvelle absolument extraordinaire de Joseph Conrad qui s'appelle « Voyage au cœur des ténèbres ». Si vous ne l'avez pas lu, vraiment lisez cette nouvelle extraordinaire qui donne une idée de l'angoisse et parfois de l'inquiétude des origines. Et cette nouvelle va donner d'ailleurs un film extraordinaire qui s'appelle Apocalypse Now. Apocalypse Now de Coppola, c'est une adaptation dans le cadre de la guerre du Vietnam de Voyage au cœur des ténèbres. Donc tout ça marque énormément les esprits, et c'est Diderot qui rappelle dans la lettre à d'Alembert qu'un orang-outan arrive à notre jardin du roi en France, donc notre jardin des plantes. Le cardinal de Polignac se plante devant l'orang-outan et lui dit « Parle et je te baptise ». Alors, je ne sais pas si l'orang-outan en question était avec... le cardinal en question était avec... Ouais, le pape Jules II de la chapelle Sixtine avait un chimpanzé, avait un macaque, donc vous voyez comme quoi non plus... Ouais. Donc, en attendant, ce qui est assez intéressant, c'est que je ne sais pas si le cardinal, pardonnez-moi, était avec sa grande robe pourpre, mais la couleur pourpre est une couleur sexuelle chez les grands singes. Et il ne devait pas, certainement, cet orang-outan, avoir envie de lui parler théologie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. En attendant, une époque fascinante, les grands voyages, les grands singes arrivent, et évidemment, le terme de primate est forgé à cette époque-là, alors des primates, les premiers, auxquels appartient donc l'homme et tous ces grands singes, et à l'époque, on ne se trompe pas, on sait bien qu'il y a des singes qui ressemblent plus à l'homme qu'aux autres singes, eh bien, ce sont bien les chimpanzés et les orang-outans. Et curieusement, ce sont les naturalistes qui vont rejeter les grands singes. Parce que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, va s'affirmer donc la pensée des Lumières et la volonté politique, évidemment, de changer la société de droit divin. Et là, vous avez M. Buffon. Buffon, on l'a vu, raille Linné, et Buffon est vraiment un enfant du progrès, comme Voltaire, et Buffon, lui, est déiste. Alors récemment, j'étais dans une conférence avec une ministre française de la Justice, que je ne vais pas nommer, et
Mais en fait, dans le discours, un très beau discours d'ailleurs sur le droit et les fondements naturels du droit, c'est tout à fait remarquable, mais elle a commis une grosse erreur en disant que Voltaire était athée. Or, à cette époque-là, le terme d'athéisme n'existe même pas. Même le terme d'agnostique. Le terme agnostique, c'est-à-dire que je doute de Dieu, mais je laisse la possibilité d'y croire, avec tous les degrés possibles entre les deux. Le terme d'agnostique a été inventé par Thomas Huxley, l'ami de Charles Darwin, à la fin du XIXe siècle. Donc à cette époque-là, ces chercheurs ne travaillent pas en dehors de l'idée de Dieu et de création, soyons très clairs. Sauf que là va émerger une autre idée de Dieu. C'est-à-dire jusqu'à Charles Linné et les autres, et beaucoup de personnes encore pensent comme cela, c'est l'idée qu'il y a un Dieu qui est présent avec sa création. C'est-à-dire donc ce qu'on appelle le théisme. Dieu a créé le monde et tout ce qui se passe sur la terre est la volonté donc et la puissance ou la mansuétude de Dieu. Dieu est présent avec sa création. Émerge à cette époque-là une conception déiste du monde, c'est-à-dire que Dieu a bien créé le monde, mais il s'en est écarté, donc c'est l'idée du Dieu architecte ou du grand horloger, et Dieu, dans sa grande bonté, a installé des lois qui régissent les mouvements du monde. Eh bien, les sciences modernes vont se déployer dans cette idée du déisme et rechercher l'ordre de la nature, rechercher les lois de la physique. Regardez la mécanique céleste avec la mécanique donc, de newtonienne. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le grand Kepler sera très déçu de découvrir que l'orbite terrestre autour du Soleil, ce n'est pas un cercle, c'est une ellipse. C'est moins bien quand même. Alors que le cercle, c'est Saint Bernard, les cisterciens. Le cercle, c'est l'amour parfait qui ne s'arrête jamais, qui continue. Le cercle, c'est la perfection, c'est le monde de Platon. C'est une ellipse. Donc, en attendant, va naître un courant qui s'appelle la théologie naturelle, qui sera toujours très présent en Angleterre. Et ça a commencé à cette époque-là. En France, ça sera, dans le monde catholique, c'est plutôt la providence. Mais en attendant, l'idée est que Dieu a créé le monde, l'univers, le cosmos, et il appartient donc aux scientifiques d'en décrire par les sciences, et notamment les mathématiques, c'est vraiment le paradigme de la science moderne depuis Galilée et Newton, c'est de la décrire évidemment par cette perfection qui honore donc le Créateur. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Il y a deux façons de comprendre Dieu, mais en tout cas, les scientifiques sont parfaitement à l'aise. Newton était un très grand métaphysicien aussi. Donc voilà, ça se passe très très bien. D'ailleurs, comme dira Galilée, la religion nous dit comment va au ciel, la science nous dit comment va le ciel. Buffon dira, la métaphysique, qu'elle soit de l'ordre de la philosophie ou de la théologie, s'intéresse aux causes premières, donc les origines, tandis que la science, elle, s'intéresse aux causes secondes. Donc, c'est ce que le grand Stephen Jay Gould, qui est mort maintenant il y a une dizaine d'années, dira, c'est la séparation des magistères. Séparation des magistères, l'idée qu'effectivement, le monde de la croyance ne rentre pas dans le monde de la science, même si les motivations sont là. Donc voilà le compromis de cette époque-là. Mais ce qui est étonnant, c'est que Buffon est aussi au cœur de l'humanisme à la française. L'humanisme à la française, c'est l'homme au milieu de l'univers et le reste est dégradé par rapport à lui, l'homme est au centre de tout. Et donc Buffon sera très fâché de cette histoire de proximité des singes. D'ailleurs, à telle enseigne qu'un peu plus tard, un grand monsieur qui s'appelle Johann Goethe dira « Il fut un temps où on a trop donné aux singes, comme tout à l'heure le cardinal de Polignac, et il dit « Il fut un temps où on ne leur a pas assez donné ». Donc en fait, nos relations de parenté ou de ressemblance avec les grands singes vont toujours faire l'objet d'un balancier au gré des connaissances. Et on voit bien, c'est intéressant d'ailleurs que Linné, qu'on pourrait appeler le créationniste d'une certaine manière, en tout cas les théistes, lui n'est pas du tout accommodé par la proximité des grands singes avec l'homme, puisqu'après tout, le Créateur l'a voulu ainsi. Alors que dès qu'on rentre dans une philosophie différente qui essaye de faire en sorte que l'homme soit possesseur de son destin, qui puisse s'affranchir non pas de Dieu, mais de la religion, parce que Voltaire est contre la religion, mais il n'est pas contre Dieu, il est déiste, il n'est pas théiste. Ça sera l'objet aussi des Lumières écossaises, qui seront dans ce même schéma, et l'idée effectivement qu'à partir du moment où
on considère que la société a changé, et le Buffon est le premier à penser, parmi d'autres, mais c'est lui qui a la pensée la plus claire, que les espèces, elles, peuvent aussi changer. Donc à partir du moment où les espèces ne sont pas fixes, comme le pensait Linné, à partir du moment où s'esquisse la possibilité d'une généalogie, c'est là que le singe devient gênant. Alors que dans un monde créationniste, au risque de vous surprendre, le grand singe n'est pas gênant puisque le monde est fixe. Voilà un des paradoxes souvent qui n'est pas compris dans ce genre de débat. Alors, Buffon est un noble protégé par le roi, et il voit bien sûr son monde changer, et les privilèges qui sont les siens risquent de ne pas durer. Donc il a l'élégance de mourir 1 an avant la Révolution française, donc il ne va pas voir les choses se dégrader, mais pour lui, les espèces ont été créées parfaites, forcément, le créateur, mais sur la Terre, ça se dégrade. Alors vous savez, c'est un vieux schéma que l'on a dans notre pensée occidentale qui remonte aux Grecs. Vous avez le monde sublunaire qui est parfait, le monde des essences. Aristote ne pense pas comme Platon, mais c'est un petit peu ça. Et puis le monde des terriens, c'est le monde quand même des mortels. C'est quand même moins bien. Mais tout de même, ce monde des terriens, ça excite les dieux. Parce qu'ils viennent toujours s'encanailler sur la terre, ceux-là. Notamment Zeus, qui était quand même un chaud lapin. Enfin, un chaud taureau, en l'occurrence. D'ailleurs, c'est marrant, c'est Jean Renoir, notre grand cinéaste, fils d'Auguste Renoir, le peintre, qui racontait ça. Il disait, Jean Renoir, que son père, Auguste, donc, était un grand admirateur de la mythologie grecque, qui est absolument merveilleuse, bien sûr. Et puis un jour, il dit à son père, mais papa, comment se fait-il, père, comment se fait-il que les dieux passent leur temps à descendre sur la terre? Il dit, tu sais, ça c'est de Woody Allen, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin, et il disait, les dieux s'ennuient dans leur éternité, donc ils viennent sur Terre pour s'encanailler avec les mortels. Donc c'est quand même assez beau. Donc sur la Terre, effectivement, ça se dégrade. Eh bien, cette vision va se retourner à cheval sur la Révolution française, et un des élèves de Buffon, qui est Jean-Baptiste de Lamarck, que vous voyez ici, sera, lui c'est un enfant de la Révolution, donc un enfant du progrès. Lui, plutôt que de voir un processus de dégradation par rapport à une création parfaite, il voit un processus de gradation, c'est-à-dire donc de progrès. Et Lamarck, parmi d'autres bien sûr, parce qu'en science on n'est jamais seul, la science est toujours une œuvre collective, Lamarck est le premier à nous proposer une théorie positive, matérialiste, donc scientifique du changement dans la nature, qu'on appelle le transformisme. Pour lui, c'est vraiment un scientifique. Parce que, par exemple, il a une controverse avec le grand chirurgien français, enfin, médecin français Xavier Bichat. Bichat qui pensait qu'il y avait du vitalisme. Le vitalisme, c'est l'idée que dans la nature, il y a une force sous-jacente qui amène la nature à vivre, à survivre, à se déployer, etc. Lui, il dit non. Mais dans sa philosophie zoologique, et il y a un monsieur que vous connaissez au moins de nom, qui a été longtemps à Genève, et qui est encore, qui est mon ami André Langanet. André Langanet est un grand soutien de Lamarck, sauf que il m'embête parce qu'il n'a pas compris Darwin, comme il dit, ou Darwin, donc c'est copain ce qu'il dit Darwin. Donc, en attendant, Lamarck, c'est quand même un immense génie, et c'est lui qui met en place cette dialectique du changement. Il nous dit, si l'environnement change, les espèces doivent trouver des réponses pour s'adapter. Donc, il met en place ce que j'appelle, dans mon jargon, l'innovation active. L'environnement change, les espèces trouvent en elles une capacité de se perfectionner, donc ce qu'il va appeler le transformisme. Elles peuvent se transformer grâce à leur facteur interne. Alors c'est la fameuse parabole de la girafe. Tous les mammifères n'ont que 7 vertèbres cervicales. Donc comment la girafe a fait pour avoir un cou aussi long avec 7 vertèbres cervicales? En plus, maintenant on connaît les gènes responsables qui sont les gènes homéotiques. Eh bien, voilà la parabole. C'est une parabole, hein. Parabole, c'est une histoire simple qui évoque quelque chose de plus compliqué. Il était une fois l'ancêtre des girafes qui avait un cou plus court. Toum. La couronne des arbres devient plus haute. Il faut manger. Donc, par une sorte de bodybuilding inconscient, donc ce qui est l'expression la fonction crée l'organe, les ancêtres des girafes acquièrent un cou plus long. C'est un caractère donc qui est acquis, et ce caractère acquis est transmis à la génération suivante, et la génération suivante aura, elle, d'autres acquis. Et comme vous le savez, la France est un pays qui aime bien les acquis. Bon, Lamarck n'y est pour rien, mais enfin bref, c'est très marquant encore chez nous. Alors vous me dites, ouais, on est venu écouter Pascal Pic, c'est sympa son histoire de girafe, mais ça va quoi, on va pas nous la faire. Ok.
Voilà l'échelle des espèces d'Aristote. Et voilà le gars qui est à droite, là. Grande hésitation dans l'histoire de l'évolution humaine. Il s'appelle Ororine, 6 millions d'années, c'est dans l'Odyssée de l'espèce. Le gars est là. Il a la savane devant lui, la forêt dans le dos. Et ça me rappelle un humoriste fossile qui s'appelait Pierre Dac et qui disait « Cet homme a l'avenir devant lui, mais s'il se retourne, il l'aura dans le dos. » Et 6 millions d'années avant Pierre Dac, il se redresse. Et alors là, c'est dans tous les programmes scolaires, c'est dans toutes les représentations de l'évolution, il n'y a pas moyen d'échapper à ce machin. Alors le coup de la girafe qui s'allonge, un peu de scepticisme, ben là tout le monde le gobe. Ben pourquoi? Ben parce que ce sont nos mythes, ce sont nos cosmogonies fondamentales, c'est l'échelle naturelle des espèces d'Aristote. Et je peux vous dire que la plus grande difficulté en science, quand vous changez, malgré toutes les données disponibles, un schéma sur l'homme, ses origines, le problème, ce ne sera pas d'apporter les données, on les a. La grande difficulté, ce sera d'être capable d'expliquer comment se fait-il que cette chose aussi simple ait du mal à être acceptée. Car comme le disent mes collègues dans le changement, ce n'est pas le changement qui est difficile, c'est de comprendre le changement. Et on en est là. Et chère madame, la seule représentation de l'évolution de la femme. Je vous défie d'en trouver d'autres. Et franchement, moi, quand j'ai commencé mes études, vous avez eu l'amabilité de rappeler que je viens du monde de la physique, donc je n'ai pas eu le temps d'être pollué par les sciences humaines. Je sais, mais... Et quand je suis de mauvaise humeur, et je suis de bonne humeur, mais je vais faire comme si je suis de mauvaise humeur, les sciences, c'est comme l'amour. Il y a « je t'aime » et « je t'aime beaucoup ». Il y a science et sciences humaines. Donc, ceci dit, on va le voir, et c'est pour ça qu'on a besoin d'interdisciplinarité. Les sciences, vous l'avez rappelé, chers collègues, sont excellentes dans la méthode, etc. Mais quand il s'agit d'arriver sur le champ de l'interprétation, franchement, des fois, alors que les sciences humaines sur l'interprétation sont quand même nettement meilleures, mais elles oublient quand même parfois les données. Bon, donc il va falloir qu'on se mette un petit peu d'accord. Hein. Voilà. Ouais, c'est... Alors moi, quand je suis arrivé justement pour faire mes études, on me dit l'homme descend du singe, d'accord. Au bout d'un moment, j'ai dit, mais attendez, c'est qui ce singe? Car, mesdames et messieurs, au risque de vous surprendre, entre Charles Darwin et moi, aucun anthropologue ne s'est occupé des singes. Donc tout ce qu'on a dit sur le propre de l'homme l'a été, et n'est pas faux, mais l'a été dans l'ignorance totale de ce que sont les espèces les plus proches de nous dans la nature actuelle. Certes, vous allez me dire, on connaissait les grands singes, oui, mais dans des cages. Imaginez que vous soyez un anthropologue martien, vous voulez étudier l'homme en prison. Vous allez avoir une drôle d'idée de l'humanité, hein. Ben, c'est ce qu'on a fait. Tout simplement. Et quant aux femmes, alors là, on y a pensé encore plus tard. Hein. Et c'est pas encore gagné, madame. D'ailleurs, c'est un de mes livres, dit Jacob, tout est-ce que tu termines ce livre, ça s'appelle « Au fait et l'évolution de la femme ». Ça, on en parlera tout à l'heure. Et là, il est vrai que c'est quand même assez étonnant. En attendant, il est vrai que, donc je ne vais pas commenter cette scène extraordinaire de 2001 Odyssée de l'espace, il est vrai qu'il y a eu une très grande incompréhension de ce rapport au grand singe, et effectivement, l'idée est qu'on a toujours interprété l'évolution de l'homme comme réduite à sa finalité. Aujourd'hui, il y a une espèce qui s'appelle Homo sapiens, qui est partout sur la Terre. Il n'y a qu'une seule espèce, hein, vous savez qu'il n'y a qu'une seule espèce d'homme sur la Terre. Hein. Aujourd'hui, et ça c'est d'André Langanet d'ailleurs, tout homme peut se reproduire avec toute femme, ce qui a été bien démontré par les marins, les militaires, les missionnaires, et aujourd'hui par le tourisme, d'accord? Donc, et en plus, ça correspond tellement bien à nos grands textes fondamentaux, puisqu'il est dit qu'il n'y a qu'un seul homme face à son créateur. Donc tout ça, vous voyez. Donc l'évolution a fait qu'il ne reste qu'une seule espèce d'homme, et on va voir qu'effectivement, on a des surprises aujourd'hui, assez extraordinaires d'ailleurs, notamment avec Néandertal. Puis de l'autre côté, on avait un grand texte, d'ailleurs, qui nous dit qu'il n'y a qu'un seul homme face à son créateur, et dans toute sa diversité. D'ailleurs, au passage, c'est quand même intéressant de rappeler l'histoire de Noé avec ses fils. Hein. Les textes fondamentaux ne sont pas racistes, justement au contraire. Alors, tout va bien dans le monde du progrès, les théories de l'évolution avancent, et c'est surtout les deux personnages que vous voyez là qui vont
nous faire comprendre comment se fait l'évolution, c'est-à-dire découvrir la sélection naturelle. Il s'agit de Charles Darwin et de Russell Wallace. Donc là, on est 50 ans après Jean-Baptiste de Lamarck. Et là aussi, lorsqu'on parle d'évolution, la plupart du temps, vous comprenez le grand récit, le grand passé, comme dit Michel Serres, c'est-à-dire Lucie, les Néandertaliens, les dinosaures. Ben ça, c'est la partie historique, c'est comment s'est fait l'évolution, que l'on connaît pas mal. Par contre, ce qu'on connaît très mal, c'est comment se fait l'évolution. Or, Charles Darwin ne nous dit pas comment s'est fait l'évolution, il nous dit comment se fait l'innovation, l'adaptation, le changement, donc in fine, l'évolution, c'est-à-dire les mécanismes du changement dans la nature. Et ça, c'est la faute des universitaires. On l'a très mal enseigné, très mal diffusé. Et dans le livre fondateur de Charles Darwin, 3 siècles après la création de l'Université de Genève, exactement, eh bien, Darwin ne parle quasiment pas de fossiles. Darwin, comme l'avait déjà compris Lamarck et les évolutionnistes, ce sont des gens qui essaient de comprendre que signifient les classifications et les relations de parenté entre les espèces. Et les fossiles, en fait, viendront compléter le schéma par la suite. Donc, vous voyez, souvent, l'histoire qu'on vous raconte à l'envers. Et là, je vais insister sur quelque chose d'important. La sélection naturelle n'a jamais été la loi du plus fort. Ça n'a jamais été « je suis un grand mâle, je casse la figure à l'autre mâle et je prends ses femelles ». Bon, il y a encore des hommes qui croient ça. Ce qui voudrait dire que dans une équipe de rugby, il n'y a que les piliers qui se reproduisent. Vous pouvez demander aux femmes à en repérer les 3/4 et les arrières. Vu ? Non. Et c'est là qu'il faut faire un peu d'épistémologie. C'est pour ça qu'on a besoin des philosophes. C'est pour ça qu'on a besoin d'interdisciplinarité. Ce n'est pas une loi. D'ailleurs, tous les intellectuels qui vous parlent de loi de l'histoire, de loi de l'économie ou de loi de l'évolution font une grave erreur épistémologique. Il n'y a pas de loi dans des systèmes historiques et contingents soumis à la complexité et la pluralité de facteurs. Une loi, c'est si je prends cet objet, que je le lâche, vous savez ce qui va se passer, ça s'appelle la gravitation universelle. Donc cette loi nomologique, pour employer un terme correct, ça veut dire qu'elle contient ses effets et ses causes. Et vous la vérifiez partout dans le temps et dans l'espace. D'accord ? En psychanalyse, c'est Oedipe. Quand ça remonte, c'est toujours Oedipe. Mais ça fait du bien. Mais ce n'est pas une loi scientifique. La sélection naturelle est en fait un mécanisme, ce qu'on appelle des algorithmes. Franchement, vous allez dans la forêt tropicale, si cette année-là, les arbres se mettent à produire des fruits en abondance, vous voyez les chimpanzés, les babouins, les colobes, les cercospes, tout le monde mange les mêmes fruits. C'est quoi la sélection ? Et puis l'année suivante, on se reproduit de plus en plus, il y a plus de babouins, de chimpanzés, de cercospes et de cercopithèques. Puisque tout va bien, donc l'environnement n'est pas sélectif, donc il y a de plus en plus d'individus. Mais au bout d'un moment, les arbres ne savent plus faire une fois, comme disent les Belges. Et donc, vous avez saturé les ressources dans votre environnement. Et qui revient frapper à la porte ? Monsieur Malthus. Car en fait, indépendamment, messieurs Charles Darwin en Angleterre et monsieur Russell Wallace, alors qu'il était en Malaisie, ont lu indépendamment Malthus, et je crois qu'il va falloir se dépêcher de relire monsieur Malthus, car en fait, toutes les théories économiques qui émergent au cœur du XIXe siècle se sont fondées sur l'idée qu'il n'y aurait pas de limitation des ressources. On a jeté aux gémonies M. Malthus, notamment M. Karl Marx, mais aussi Herbert Spencer du côté droit. Et en fait, toute l'idée de nos systèmes économiques aujourd'hui sont fondées sur l'idée que les ressources sont illimitées. Vous voyez ? On y est. Donc, ça veut dire quoi ? Darwin, comme d'autres, constate que chez les espèces sexuées, tous les individus sont différents les uns des autres. Deuxièmement, ces caractères plus ou moins héréditaires sont transmis aux générations suivantes. Et je peux vous dire que les questions de l'hérédité, c'est les plus complexes comme l'adaptation dans l'évolution. Ça peut vous sembler évident aujourd'hui, mais en l'occurrence, je rappelle que l'époque de Buffon et Maupertuis, de démontrer que les enfants avaient des caractères matériels qui étaient hérités de leurs parents, c'était aller à l'encontre de la préformation liée à la volonté divine. À la fin du XIXe siècle, on croyait encore que les enfants n'étaient que le résultat des caractères des pères et que les mères n'étaient que des matrices. Il y a un siècle.
Donc attention, il ne faut pas croire que ces choses que vous maîtrisez bien aujourd'hui sont anciennes, elles sont très récentes. Et aujourd'hui, l'hérédité, on en parlera tout à l'heure, avec les aspects de l'épigénétique, etc., ça devient encore beaucoup plus compliqué. Donc c'est des questions très complexes. Troisièmement, si les populations augmentent leurs effectifs, on arrive à la limitation des ressources. Donc la sélection naturelle, ce n'est pas le super tyrannosaure qui terrifie tout le monde et qui ramasse un météorite. Là, c'est de l'aléatoire. Vous avez vu Jurassic Park? Bon, normalement, c'est le Crétacé, mais enfin, Hollywood. Vous avez un super tyrannosaure, personne ne vous embête. Vous ramassez un météorite. Bon, je rappelle que les dinosaures n'ont pas disparu, ils sont montés au ciel, ça s'appelle les oiseaux. Et les cygnes du lac de Genève, c'est foutu comme un tyrannosaure. Sauf que pour la chasse, le gavage et la cuisine, ce n'est pas la même technique. D'accord ? Donc, premièrement, les dinosaures n'ont pas disparu. Il y a 10 000 espèces d'oiseaux, 2 fois plus que de mammifères, groupe auquel nous appartenons. D'accord ? Donc, déjà, il faut rétablir les choses. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on voit bien, c'est qu'à part les catastrophes naturelles, et il y en a eu, il y en aura d'autres, bien évidemment, mais il faut bien comprendre que les phénomènes de l'évolution sont plus liés à des facteurs endogènes qu'exogènes. Ce qui veut dire que Darwin a eu cette idée géniale, premièrement. C'est la première fois qu'on a une philosophie positive qui nous dit « toute différence est une potentialité pour l'innovation et l'adaptation ». Darwin nous dit que toute différence est une richesse pour l'adaptation. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un nous dit ça. Toute différence est une potentialité pour l'adaptation et donc l'évolution. Deuxièmement, Darwin nous dit qu'effectivement, derrière cela, la sélection naturelle, ce n'est pas une sorcière aux ongles et aux crocs rouges de sang, comme l'avait dit le poète Tennyson, c'est qu'en fait, la sélection naturelle intervient comme conséquence de nos succès. En fait, l'algorithme, c'est-à-dire la mécanique de la sélection, se mettra en place parce que nous avons... Alors bien sûr, ça peut être un agent pathogène, ça intervient aussi, bien évidemment, mais nos succès également entraînent du changement dans l'écosystème dans lequel nous étions. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. D'accord ? Donc il y a des catastrophes naturelles, il y a bien sûr tous les agents pathogènes, les prédateurs, mais aussi nos succès nous amènent à limiter les ressources et nous modifions nous-mêmes l'environnement dans lequel nous sommes. Donc c'est tout ça la sélection naturelle. Et la sélection naturelle dit en fait une chose in fine, qui est tout simple, c'est que certains individus laissent une plus grande descendance que d'autres, et c'est ça qui fait le changement. Qu'est-ce qui fait que des individus vont laisser une plus grande descendance que d'autres? La chance, la résistance aux maladies, résistance aux facteurs climatiques, accéder à des abris, des agents pathogènes. Tout ça fait que, évidemment, ça fait de l'évolution. Et vous voyez donc la conception radicalement différente à laquelle nous arrivons 2500 ans après Aristote et Platon, c'est que dans les mondes platoniciens, ou même aristotéliciens d'ailleurs, une espèce, c'est une entité éternelle. Hein. L'étymologie d'espèce et d'essence est la même. Et par contre, sur la Terre, sur le monde sublunaire, eh bien, il y a du bruit, des défauts, de la diversité. Donc, dans les mondes platoniciens, les mondes qui sont au cœur de ces héritages de notre cosmogonie fondamentale, il y a une entité qui ne bouge pas, mais qui varie dans ses détails. Alors que Darwin, c'est exactement l'inverse. Il nous dit qu'en fait, l'espèce n'existe pas en soi. C'est qu'en fait, l'espèce n'est qu'un état, à un moment donné, de l'ensemble des individus qui peuvent se reproduire entre eux. Donc l'espèce est en fait une commodité conceptuelle qui nous permet de comprendre des phénomènes de changement. Donc dans un cas, on est une entité éternelle avec de la diversité qui donne du bruit. Dans l'autre cas, c'est de la diversité qui donne des espèces. Donc vous voyez, le schéma est complètement donc inversé. Car en fait, on va toucher un petit peu votre interrogation, on l'a déjà abordé un petit peu, il y a 3 grandes visions du monde. Il y a les cultures qui pensent que le monde dans lequel nous sommes est stable, c'est-à-dire c'est le fixisme, ou alors revient de manière cyclique, c'est-à-dire revient de manière régulière, c'est-à-dire c'est les révolutions du globe de Georges Cuvier, par exemple. Hein, le monde revient toujours dans le même état. C'est les avatars de la pensée hindoue, c'est aussi les Grecs pensaient comme cela dans notre culture. La deuxième vision du monde, c'est celle qu'on est en train de quitter, celle qui a dominé pour nous dans notre éducation, c'est qu'on dira l'homme descend du singe, donc c'est le transformisme de Lamarck. La troisième vision du monde, c'est l'évolutionnisme. Il va falloir qu'on se dépêche de la comprendre, celle-là, je peux vous dire, parce qu'effectivement, c'est un monde qui change.
sans finalité, mais dans un tissu très complexe de contingences et de contraintes et de diversité. Pour vous donner l'importance de ces différentes visions du monde, imaginez que je sois venu avec un chimpanzé. La vice-présidence n'y tenait pas, mais enfin bon, j'ai mon chimpanzé à côté de moi. Vous vous dites, il ressemble quand même beaucoup à Pascal Pic, ce qui vous inclut dans le lot. Dans la première vision du monde, vous direz, et c'est de Martin Luther d'ailleurs, l'homme est à Dieu ce que le singe est au diable. Et je peux vous dire que les singes en sont parmi et on y retravaille. Dans la deuxième vision du monde, celle que j'ai apprise comme vous, on dira l'homme descend du singe. Troisième vision du monde, on dira le chimpanzé et l'homme sont frères d'évolution et sont plus proches entre eux que les autres singes. Où je veux attirer votre attention, chers amis, c'est que personne ne conteste, quelle que soit sa vision du monde, que le chimpanzé est le plus proche de nous dans la nature actuelle. Personne. Dans la première vision du monde, ça ne bouge pas et c'est ainsi. Dans la deuxième vision du monde, on a une vision péjorative de l'espèce qui est proche de nous. Troisième vision du monde, on dira que le chimpanzé et l'homme sont tout aussi évolués, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés en panne d'évolution. C'est quand des gens me disent l'homme descend du singe, la question qui vient après, pourquoi le singe n'a pas évolué? Ricanement des babouins dans les savanes. Donc, on va voir les conséquences justement de ces perceptions et de ces classifications. Donc, pourquoi il y a toujours évolution? Donc, changement, parce que vous avez les catastrophes naturelles, alors elles sont connues, et les scientifiques y travaillent. Alors maintenant, je ne peux pas rien pour vous. Vous pouvez toujours écouter ceux qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, mais tant pis pour vous. Moi, j'en ai assez de jouer au Don Quichotte. Ça se réchauffe très vite. Le mois d'août, je le rappelle, a été le plus chaud jamais enregistré sur l'ensemble de la planète. Alors, ce n'est pas parce que vous avez de la pluie à Paris au mois d'août que c'est dans le monde pareil. Il n'y a que les Parisiens pour croire que le reste du monde se réduit à eux. D'accord? Il faut regarder à l'échelle de la planète, évidemment. La deuxième raison, c'est ce qu'on appelle la reine rouge. Il faut bien comprendre que les espèces n'évoluent pas seules, et ça, c'est un grand problème, même dans mon domaine de la paléontologie, c'est que les scientifiques sont formés pour étudier telle ou telle lignée, les uns les dinosaures, les singes, les coquillages, tout ce que vous voudrez, ou les insectes, etc. Et puis on a tendance à ne pas regarder ce qui se passe dans les lignées d'à côté. Alors, en fait, on sait aujourd'hui que les espèces n'évoluent pas seules, elles évoluent dans un tissu très complexe de relations avec tous les organismes, des plus infimes aux plus grands, qui les entourent. Et le vrai terme, c'est la coévolution. Nous coévoluons avec, effectivement, l'ensemble des organismes vivants qui nous entourent. Donc, ce sont les communautés écologiques qui évoluent. Alors, la reine rouge, ça vient de Lewis Carroll. On a un petit peu de lettres quand même chez nous. Alice est au pays imaginaire avec la reine de cœur, the White Queen. Et donc, elle court, mais le paysage les suit. Alors, Alice a dit, Majesté, nous n'avançons pas. Ah bon? Et dans votre pays? Eh bien, quand je marche, quand je cours, je me déplace par rapport aux maisons, aux arbres et aux rochers. Ah. Eh bien, ma fille, sachez une chose, dans ce pays, il vous faudra courir le plus vite possible pour rester à votre place. Donc, la reine rouge, donc, c'est tous les aspects de sélection différentielle. Ce sont les communautés écologiques qui évoluent. Et aujourd'hui, le troisième facteur de l'évolution, eh bien, c'est l'homme. L'homme est une espèce qui a un pouvoir écologique absolument ahurissant, et on va voir que ça commence dès son apparition, et que l'homme aujourd'hui est le principal facteur des changements sur la planète, et que le troisième facteur aujourd'hui du changement, eh bien c'est nous. Et le vrai enjeu pour nous demain, même si l'actualité nous rappelle qu'il y a des saloperies du genre Ebola qui franchement sont hyper inquiétantes, très clairement, les activités humaines jouent un rôle important, parce que Ebola, c'est une vraie saloperie, on est bien d'accord, mais transporter en avion, et ça c'est pas Ebola qui a inventé l'avion, vous voyez ce que ça veut dire. D'ailleurs, si vous avez vu le premier film de la nouvelle série de la planète des singes, à la fin de ce film, d'ailleurs il est excellent ce film, à la fin, vous voyez ce qui risque de nous arriver. Alors je ne suis pas du genre pessimiste, mais on a intérêt à faire gaffe. Donc l'homme aujourd'hui a un impact considérable sur le réchauffement climatique et la perte des diversités. Comment s'est passée cette évolution et nos impacts, effectivement, sur les écosystèmes? Alors là, évidemment, il fallait lire Darwin. Enfin ça, il est plus critiqué que lu. Et on sait aujourd'hui que nous appartenons à un groupe qui s'appelle les simiens, c'est-à-dire les singes, pour faire simple. Et ce groupe a toujours eu énormément de succès depuis son apparition, il y a environ 50 millions d'années, pour faire simple. En fait, on s'aperçoit que les autres grands groupes de mammifères ont connu des périodes d'expansion, des périodes de régression, aux dépens des autres, etc. Nous, les singes, dès qu'il y a 50 millions d'années, on s'est installés dans les arbres, on a d'abord évacué tout le monde. Où ils sont partis voler de jour, c'est les oiseaux, voler de nuit, c'est les chauves-souris,
Ou alors ils sont sortis des arbres, donc les rongeurs. Nous sommes les seigneurs des canopées. Et le problème, ça va être entre nous, les singes, que va s'établir les concurrences. Alors voici, à gauche, un tableau de famille des singes hominoïdes. Alors les hominoïdes, aujourd'hui, c'est l'homme, le chimpanzé, le bonobo, qui est l'autre chimpanzé. Parce que si je dis chimpanzé, je ne dis pas bonobo, tout le monde est frustré, donc le bonobo. Le gorille et l'orang-outan. Aujourd'hui, nous sommes 5 grands singes. Eh bien, le tableau de famille que vous avez à gauche est tout à fait d'ailleurs partiel, mais en attendant, il faut imaginer qu'il y a 20 millions d'années en Afrique, nous sommes il y a 20 millions d'années en Afrique, eh bien, nous dominions dans le monde des forêts avec des espèces de 2 kg à une centaine de kilogrammes, comme le proconsul qui est représenté à droite, et franchement, nous occupons toutes les niches écologiques avec aujourd'hui de répertorier environ une centaine d'espèces fossiles. C'est l'âge d'or en Afrique de notre lignée, qu'on appelle la superfamille des hominoïdes. Ça va tellement bien que l'Afrique s'agite un petit peu, la mer épicontinentale qui recouvre le Proche-Orient et le Moyen-Orient eh bien, se dégage, et à partir de là, des faunes asiatiques viennent en Afrique, et surtout les faunes africaines se répartissent, bien sûr en Afrique, mais également en Eurasie, et c'est vraiment la planète des singes, puisque nous sommes répandus cette fois, nous les hominoïdes. Il n'y a pas d'hommes encore à l'époque, il n'y a pas de chimpanzés, c'est les ancêtres des hommes et des hominoïdes actuels, soyons clairs. Eh bien, nous sommes répandus sur l'Afrique, l'Europe et l'Asie, ce qu'on appelle une radiation adaptative. Et en fait, il va se passer des changements absolument considérables. Il y avait plein de grands singes hominoïdes en Europe. Certains marchaient debout, comme les Euryopithèques et peut-être Pyrrholapithecus, mais en fait, ils vont disparaître brutalement, parce que l'Afrique va encore s'énerver un peu, va basculer cette fois dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous, et va fermer le détroit de Gibraltar. Or, la Méditerranée est un bassin déficitaire. Il s'évapore plus d'eau que les fleuves et les rivières n'en apportent. C'est l'Atlantique qui fournit la différence. Le Gibraltar se ferme, la Méditerranée s'est quasiment asséchée il y a 6 millions d'années, avec les conséquences écologiques que vous imaginez. Donc, ça y est, tous les grands singes européens, qui étaient très diversifiés, et certains marchaient debout, pas comme nous bien sûr, disparaissent. En Asie, il va se passer autre chose. En Asie, c'est la lignée dont il ne reste aujourd'hui que les orang-outans de Sumatra et de Bornéo. Et là, par contre, vont vers 3 millions d'années s'installer les changements climatiques liés aux glaciations. Et à partir de là, les forêts vont jouer une partie d'accordéon. Quand il fait chaud, les forêts s'étendent, ça en aime bien. Et quand il fait froid, ça se rétrécit, ça en aime moins bien. Et total, vont en profiter l'autre groupe des singes concurrents qui est en pleine expansion aujourd'hui, qui s'appelle les cercopithécoïdes, c'est-à-dire les singes avec une queue, et qu'on appelle aujourd'hui les babouins, les macaques, les antelles, les colobes, les rhinocéphales. Vous en avez une centaine que vous connaissez d'ailleurs pas très bien. Derrière cela, ce sont les... Oui, parce qu'on n'en parle pas souvent des pauvres. Donc, du coup, la lignée des grands singes asiatiques était très diversifiée. Le Yéti a existé, il s'appelait le Gigantopithecus, c'était un super orang-outan. Il a existé encore il y a 200 000 ans. Bon, c'était un gros orang-outan qui mangeait ses bambous. Il ne fallait pas lui piquer ses bambous, mais... Et d'ailleurs, vous savez qui a pris sa place? C'est ce gros nounours qui s'appelle le panda. Pourtant, le panda... Enfin, sur le bambou, apparemment, il est plus rapide que le Yéti. Donc voilà, tout ça, il y a des changements. Donc vous voyez, ça se passe au sein des communautés écologiques. Il y a une vingtaine d'espèces de macaques aujourd'hui. Les macaques sont un groupe extrêmement diversifié et très passionnant. Et derrière cela, donc, du coup, dans cette concurrence avec les autres singes, eh bien, nous allons nous réfugier dans quelques niches écologiques. Il ne reste aujourd'hui qu'une seule espèce, voire deux. On n'est pas tous d'accord là-dessus, d'orang-outan. Ben voilà le tableau. Et le seul continent où la lignée des hominoïdes va résister, eh bien, c'est l'Afrique, la nôtre. Donc déjà, vous voyez le tableau, notre lignée africaine appartient à un groupe jadis florissant qui a connu une perte de diversité considérable au cours des derniers milliers d'années sur l'Europe et sur l'Asie. Et donc nous sommes dans un groupe globalement en voie d'extinction. La seule lignée qui va résister, c'est la lignée africaine. Comment comprendre ce qui s'est passé? Bien, il est vrai que s'il y avait sur cette estrade avec moi un chimpanzé, un orang-outan et un gorille, vous diriez bien sûr qu'ils me ressemblent, ça on est bien d'accord, mais vous penseriez qu'ils se ressemblent bien sûr plus entre eux qu'à moi. Moi je suis bipède, voilà, je n'ai pas des jambes courtes et fléchies, je n'ai pas de longs bras, de grandes mains, voilà. Et puis tous les trois, donc évidemment, sont très différents, mais se ressemblent bien entre eux, et il semblait logique, notamment comme
Thomas Huxley, et puis chez vous, le Carl Vogt, qui était un très très grand chercheur également de l'époque de Darwin, de faire de ces grands singes, effectivement, un groupe homogène, vivant dans la forêt, tandis que nous, qui marchons debout, nous sommes les autres grands singes, donc les hominidés, donc cette fois-ci pas hominoïdes, hominidés, qui vivons dans la savane. D'où l'idée du modèle que notre lignée a émergé, comme Aurorine tout à l'heure qu'on a vu, comme ça, d'un seul coup, en sortant de la forêt vers la savane, et que l'homme se redresse, en plus ça recoupe nos mythes, enfin tout allait bien, quoi. C'est trop beau. Bon. Et puis voilà que dans les années 60 arrive la génétique, et la génétique commence à regarder si on peut classer à partir des molécules. Alors on commence avec les protéines, les groupes sanguins, etc. Et puis aujourd'hui, c'est le séquençage du génome, comme vous le savez. Et là, c'était quand même gaguesque. Parce que, premièrement, comme les molécules n'ont pas de poils, n'ont pas de longs bras et qu'elles ne sentent pas mauvais, vous n'avez aucun a priori sur les molécules. Ou alors franchement, ça ne va pas. Et là, très clairement, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en effet, d'un point de vue des bases de l'hérédité, eh bien, que les deux chimpanzés sont les plus proches l'un de l'autre, forcément, ce sont deux chimpanzés. Donc, les chimpanzés graciles qu'on appelle les bonobos pampaniscus, les chimpanzés robustes qu'on appelle Pantroglodytes, et ensuite, les plus proches, c'est l'homme. Donc, en fait, les deux chimpanzés sont frères dans la nature actuelle, et nous sommes cousins. Et ensuite, les gorilles sont nos cousins germains. Et après, des cousins plus que germains, ce sont les orang-outans. Et du coup, pour vous revenir sur les représentations du monde que j'évoquais tout à l'heure, quand on disait, et je l'ai appris comme vous, que l'homme descend du singe, sous-entendu d'un grand singe, ben jusqu'au début des années 1980, alors qu'on avait Lucie, je rappelle que Lucie a été découverte en 1974, on fête ses 20 ans. Donc on avait Lucie l'Australopithèque, on avait les Australopithèques d'Afrique du Sud, mais néanmoins, on allait chercher encore, plus loin encore, l'origine de la lignée humaine en Asie, parce qu'on avait les Ramapithèques, Sivapithèques, enfin, en fait, qu'on sait maintenant être les ancêtres des orang-outans. Parce qu'on n'avait pas la bonne classification. Mais à partir du moment où on commence à classer en partir des relations de parenté, et quel est le premier qui a fait ça, une fois de plus? Darwin. Darwin, en 1871, il dit « D'où vient l'homme ?» L'homme, il est partout sur la Terre, donc on ne peut pas savoir d'où il vient. Bon, il y en a qui pensent que c'est des petits hommes verts, enfin ça on laisse tomber, hein, d'accord? Bon. L'homme, il est partout sur la Terre. L'espèce la plus proche, pour lui, c'est les chimpanzés. Il ne s'était pas trompé. Donc il dit forcément, si nous avons un ancêtre commun, nos lignées sont issues de populations ancestrales communes qui se sont séparées, ce qu'on appelle la vicariance. Et il fait l'hypothèse, parce que c'est un scientifique, ce n'est pas une prédiction, il fait l'hypothèse que nos origines sont africaines. Et on a mis 1 siècle à aller en Afrique. Et à reculons, je peux vous dire. Parce qu'on voulait tout, sauf l'Afrique. Pas besoin de vous expliquer pourquoi. D'accord? Donc c'est qu'à partir des années 1960, et Lucie fera partie de cette grande aventure, qu'on va bien ancrer nos origines africaines, mais franchement, chers amis, ça fait que depuis 1994, avec la découverte d'Ardipithecus, 1994, que nous sommes vraiment dans la consolidation de l'origine de la lignée humaine en Afrique. Donc ça ne fait pas longtemps. Ça ne fait pas longtemps. Et donc, vous voyez, quand vous avez une bonne classification, vous pouvez, à partir de là, maintenant, faire 3 hypothèses qu'on ne pouvait pas faire avant. Premièrement, j'en ai déjà parlé, d'où venons-nous? L'Afrique. Deuxièmement, quand? Et grâce à nos amis généticiens, qui peuvent reconstituer le taux de mutation de certains systèmes génétiques, notamment de l'ADN mitochondrial, ils nous disent que ça se passe vers 5, 6, 7 millions d'années. Et troisièmement, les géologues nous disent que les vallées du Rift se déforment à cette époque-là. Et le premier qui propose d'ailleurs la seule théorie cohérente, après Darwin d'ailleurs, scientifique, testable et basée sur toutes les données disponibles des origines de la lignée humaine, c'est Yves Coppens en 1981, ça s'appelle l'Isaac Story. Puisqu'à cette époque, tous les plus anciens fossiles connus étaient à l'est des vallées du Rift. Parmi les milliers de fossiles de vertébrés, aucun fossile de grand singe. Tous les grands singes actuels sont répartis de l'autre côté des vallées du Rift, donc à l'ouest, sauf ceux de Tanzanie, mais on ne va pas chicaner. La génétique nous dit que ça se passe vers 6 millions d'années, et les géologues nous disent que les vallées du Rift se séparent se déforment vers 6-7 millions d'années. Eh bien, on appelle ça en science, chers amis, la consilience. C'est-à-dire quand
différentes disciplines indépendantes convergent sur le même modèle. Or, les théories de l'évolution, et celui qui aura mieux vu cela, est une théorie qui évidemment fonctionne sur l'expérimentation, sur l'observation, la physiologie, la géologie, mais un des caractères importants, c'est la consilience, et celui qui le verra très bien, c'est Jean-Paul II, justement, qu'on verra tout à l'heure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez différentes disciplines qui convergent indépendamment, c'est que vous êtes sur un modèle qu'on peut appeler universel. Ce n'est pas une loi, une fois de plus, mais il y a une certaine forme d'universalité. Enfin, le terme est un peu gonflé, je pousse un petit peu trop l'avantage là. Ben à partir de là, vous avez un modèle testable. Et quelle est la troisième chose qu'on peut vérifier? Mais à quoi ressemblait notre ancêtre commun? Alors, si vous avez compris ce que veut dire une relation de parenté, vous le savez bien sûr, si on a un sœur et une frère, moi j'ai une sœur, voilà. Bon, c'est la personne qui me ressemble le plus au monde. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est avec elle que je partage le plus grand nombre de gènes qui viennent de nos parents. Et bien donc, à partir de là, c'est une tautologie. Si les chimpanzés sont nos frères, ou nos cousins, comme on voudra, c'est parce qu'on a plus le grand nombre de caractères communs. Et donc, si on a le plus grand nombre de caractères communs, on peut reconstituer, effectivement, un morphotype ancestral, c'est-à-dire un portrait robot de tout l'ensemble des caractères que nous partageons avec eux. Et ça, ce sera mon travail dans les années 80. Car en fait, jusqu'en 1986, je me rappellerai toujours de cette date toute ma vie, je reçois des articles, j'étais aux États-Unis, de mon ami Christophe Bush, qui travaille donc sur les chimpanzés de la forêt de Taï, qui utilise des tas d'outils. Et là, dans cet article, je découvre que les chimpanzés chassent, marchent debout, ont les mêmes systèmes sociaux que nous, qui partagent la nourriture, qui font l'amour face à face. Plus tard, je découvrirai, ça c'est un de mes livres, il fait de la politique, mais enfin bon, pas besoin d'aller... J'ai pas besoin d'aller en Afrique pour découvrir ça, hein. En France on a ce qu'il faut. Hein. Donc, ouais, mais j'ai remarqué une chose, hein. Dès que je vais dans l'espace francophone, ouais, ils critiquent nos politiques, mais souvent vous nous les enviez. Ils sont brillants, ils sont nuls, mais ils sont brillants. Bon. Non, ils ne sont pas nuls. C'est un métier très difficile, je ne pourrais pas être à leur place. Mais en attendant, très clairement dans cette affaire, du coup, j'ai commencé à regarder comment ça se passe. Et vous pouvez, si ça vous intéresse, regarder mes livres. Depuis 20 ans, je dis non, ce n'est pas vrai. L'homme ne s'est pas redressé dans la savane. En fait, la lignée des grands singes européens, je vous l'ai dit, pas les asiatiques, la lignée des chimpanzés également, qu'on va voir là rapidement. Donc voilà ce qu'on découvre ici, donc les fossiles autour du dernier ancêtre commun. Ils sont bien africains. Vous avez Aurorine qui a été trouvé en l'an 2000. Là, vous avez Toumaï qui a été trouvé, enfin annoncé en 2002. Alors lui, il est à 2500 km du mauvais côté de l'East Side Story. Mais néanmoins, ça confirme les origines africaines. Donc aujourd'hui, on est en train d'inverser le schéma. Et puis voilà le troisième candidat qu'on n'attendait pas, qui est Ardipithecus, qui vient d'Éthiopie. On le connaît depuis 1994. On a des squelettes plus complets depuis peu de temps. Et Ardipithecus, c'est intéressant, parce qu'il avait des aptitudes à la bipédie, mais surtout son crâne évoque les chimpanzés. Donc en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas la bipédie, mais que les bipédies, les aptitudes à marcher debout, étaient diversifiées et existaient depuis très longtemps dans la famille des hominoïdes. Pas toutes, pas chez les Asiatiques, mais en tout cas chez les Européens et les Africains. Et donc du coup, ça change complètement nos schémas, et là on est au cœur des discussions actuelles. Alors ce n'est pas le sujet de ce soir, mais en tout cas ce que je suis en train de vous dire, c'est que déjà, au moment où on découvre les origines de notre lignée, on a déjà 3 candidats. Alors Toumaï tient la corde, mais en l'occurrence, déjà quand notre lignée apparaît, nous avons de la diversité dans la lignée africaine qui survit par rapport aux autres qui ont disparu ou en voie de disparition. Hélas, on ne sait pas ce qui se passe pour l'évolution des chimpanzés, pas plus que pour les gorilles. Et là, il va y avoir 2 grandes radiations. C'est-à-dire, après Ardipithecus, Ardipithecus, Aurorine et Toumaï, vous avez en haut à gauche la diversité des australopithèques. Il faut imaginer qu'en Afrique, entre 4 et 2 millions d'années, il y avait au moins 5 types d'australopithèques, qu'on appelle espèces, c'est un peu brutal, mais enfin qu'importe, on n'a pas le choix. Donc vous aviez donc Sahelanthropus, non, ça c'est Toumaï, pardon, l'Australopithecus Barrel-Ghazali, qu'on appelle Abel, pardonnez-moi, qui lui était au Tchad, vous avez Lucie en Éthiopie, vous avez Anamansis qui était au Kenya, vous avez Platyops qui était au Kenya, et on en a 2 en Afrique du Sud, dont un annoncé récemment qui s'appelle Australopithecus sediba. Et je peux vous dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises.
Donc moi, et peut-être comme vous d'ailleurs, enfin pour les moins jeunes ici, on a tous appris que l'évolution de l'homme, c'était la ligne droite. Et bien là, vous avez au moins 5 types d'australopithèques répartis sur l'Afrique centrale, l'Afrique orientale et l'Afrique donc australe. Là, il va y avoir des changements climatiques importants, une déformation aussi des vallées des rifts, donc on rentre dans les glaciations. Alors il n'y a pas de glace là-bas, mais ça donne des climats plus secs. Une fois de plus, c'est Yves Coppens qui l'avait dit, et là vont apparaître, ceux qui sont en bas à gauche, les premiers hommes. Et le genre Homo apparaît d'emblée entre 2 millions d'années et 2,5 millions d'années, déjà très diversifié. Donc vous avez en bas, à gauche, de part et d'autre de ce grand fémur qui est vraiment de type humain, vous avez 2 types d'hommes, qu'on peut appeler rudolfensis et ergaster, mais là on ne va pas rentrer dans les détails, et à gauche, un australopithèque robuste qu'on appelle aussi les paranthropes, qui est un descendant de Lucie. Eh bien, nous les hommes, le genre Homo, nous sommes le premier grand singe à s'affranchir du monde des arbres. Et dès qu'on va sortir d'Afrique, les emmerdements, c'est pour les autres. On nous a décrit, ce qu'on voit très bien dans la scène extraordinaire d'ailleurs du film 2001, l'Odyssée de l'espace, le chapitre d'introduction est extraordinaire, on a vu l'image tout à l'heure. Donc on pensait que l'homme sorti de la protection des forêts allait être confronté aux vilains prédateurs. Bon, ils n'étaient pas gentils non plus. Okay. Mais en fait, on sait depuis l'année dernière que les premières grandes espèces à disparaître vont être les grands prédateurs qui ont eu la mauvaise idée de vouloir croquer du genre Homo. Car un homme tout seul, ça peut être fragile. 2 hommes ensemble, ou femmes, les embêtements, c'est pour les autres. Et comme nous occupons des niches écologiques de plus en plus vastes, parce que l'outil le feu arrive très vite à cette époque-là, eh bien, tous ceux qui sont les plus proches de nous vont disparaître. C'est-à-dire que nous allons faire disparaître les derniers australopithèques et rapidement les australopithèques robustes. Donc, dès cette époque-là, ça va aller très vite, puisque voilà la diversité avec des outils. Donc, et ce qui est important, c'est un travail que je n'ai pas encore publié, c'est qu'on s'aperçoit que là, il y a une mécanique nouvelle qui se met en place. Je vous ai parlé tout à l'heure de la coévolution avec les espèces qui nous entourent, des plus infimes aux plus grandes, donc au sein des communautés écologiques. Mais là va se mettre en place une deuxième coévolution, c'est-à-dire celle qui, en fait, entraîne des facteurs de sélection consécutifs à nos choix culturels et à nos choix alimentaires. L'invention du feu et la cuisson, ce n'est pas la viande le plus important. Un carpaccio, ça se digère bien. Par contre, une patate crue, ce n'est pas gagné. Et donc, comme les australopithèques étaient très doués pour aller chercher les parties souterraines des plantes, les rhizomes, les bulbes, etc., eh bien, effectivement, le grand avantage de la cuisson, c'est de rendre beaucoup plus digestes les nourritures végétales. Et à partir de là, comme notre cerveau est un organe hyper gourmand en énergie, je vous rappelle que le cerveau, c'est 20% de notre métabolisme quotidien. Ce soir, vous allez monter à 25%. Et chez les gamins, c'est pour ça que les gamins, ils mangent tout le temps. Parce que je vous rappelle qu'on a notre cerveau de taille adulte à l'âge de 6 ans, et que le corps, il a encore du travail à faire. Et c'est pour ça que les gamins, un nouveau-né, 80% de son énergie, c'est pour manger. Donc, contrairement à ce que disent certains, je ne vais pas insister sur les sciences humaines, mais enfin, le petit humain qui est soi-disant immature, enfin, attendez, c'est pas un fœtus. Vous avez déjà vu un souriceau, vous avez un petit chaton. Le petit humain naît très mature. Sauf que le petit humain, il a un gros cerveau qui pompe tout. C'est pour ça qu'il mange beaucoup et qu'il dort beaucoup. À 4-5 ans, c'est pour ça qu'ils sont tout le temps dans le frigo, les gosses. C'est pour leur cerveau, donc n'allez pas les bloquer. Hein. Donc derrière, il faut un investissement énorme en termes d'alimentation et de physiologie. Eh bien, l'invention de la cuisson va faire en sorte que nous allons libérer les charges masticatrices des nourritures que nous mangeons crues. Et puis aussi, vous savez, le petit coup de pompe, comme on dit après le repas. Hein. Eh bien, vous imaginez le coup de pompe qu'il faut envoyer pour digérer des tubercules? Et bien là, ça va s'alléger. Et donc, les tubercules en plus, la cuisson détoxifie les toxines, etc. Eh bien, ça va permettre de libérer un verrou physiologique qui va permettre le développement du cerveau.
Alors je ne dis pas que le genre Homo a eu un cerveau plus gros parce qu'ils se sont mis la tête dans la marmite, hein. Ce n'est pas la dilatation, hein. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en débloquant, alors ça c'est intéressant parce qu'on va en parler tout à l'heure, on sait qu'aujourd'hui qu'il y a des relations qu'on découvre entre notre physiologie intestinale et notre cerveau, ce qu'on appelle le microbiote. Donc en attendant, ce déverrouillage se met là, et donc effectivement on voit que les choix culturels, alimentaires, techniques ont une influence là-dessus, et comme la viande est la seule nourriture qu'on trouve sur toutes les latitudes en toute saison, et bien à partir de là, vous comprenez pourquoi les singes ne sont jamais en dehors du monde des forêts, parce que les singes dépendent toute l'année des forêts pour se nourrir, des nourritures végétales. Et les seules forêts dans lesquelles vous avez des végétaux toute l'année, à minima les feuilles, c'est dans la bande des tropiques. Et à partir de là, l'homme est à peine sorti de la lisière des forêts, qui va causer des ennuis aux australopithèques, qui va expliquer au gros matou qu'il ne faut pas trop le chercher, et que par ailleurs, il va tout de suite se déployer donc, en Afrique et bien sûr le reste de l'Eurasie. D'abord les franges méridionales. Et à chaque fois, vous avez le même faisceau de changement. On l'identifie, et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Changement dans la communication, là c'est le langage. Croyance du monde. Le biface qui est là, mesdames et messieurs, c'est un concept. Conduire un biface, c'est un concept cognitif. La manière dont on parle, c'est la manière dont on fait les chaînes opératoires pour faire ces outils. Ça, on sait maintenant. Vous avez des cerveaux de plus en plus développés, des modes de locomotion redoutables. La bipédie, notre bipédie est extraordinaire. L'homme, avec le cheval, est le seul animal capable de courir un marathon. Les hommes chassent à court. Alors moi, je ne cours pas un marathon, mais je monte sur le cheval. Vous avez de nouvelles techniques, de nouvelles matières, de nouvelles énergies, des nouvelles gouvernances sociales, peut-être division des tâches accentuée entre les hommes et les femmes, qu'importe, on va vite. Mais tout ça, quand tout ça se met en place, vous avez un changement rapide. Le deuxième, alors l'homme va être tout de suite une bête de course extraordinaire, donc il va s'étendre hors d'Afrique. Voilà ici les plus anciens témoignages que l'on a hors d'Afrique à Ménissi en Géorgie, qui datent de 2 millions d'années, ça on sait maintenant depuis une bonne vingtaine d'années, et dès qu'on est en Géorgie, vous allez d'un côté c'est l'Europe, de l'autre côté c'est l'Asie. Donc ça va très vite. Et voici le schéma sur lequel on travaille actuellement, qui est le plus simple, parce que je peux vous dire que ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, vous voyez le truc là? Non. Hop, vous voyez le point? Donc on sort d'Afrique, d'accord? On élimine les plus proches de nous. Pas volontairement, mais en tout cas, on ne leur a pas laissé le choix. Une branche, aïe. Ça, c'est mes gros doigts d'Australopithèque. Voilà. Hop, on y va, excusez-moi. Une branche va aller sur l'Asie, qu'on appelle les Homo erectus, et vers 800 000 ans, un petit groupe, certainement poussé par des éruptions volcaniques, va traverser vers l'île de Komodo, et ces Homo erectus vont s'installer sur l'île de Flores, maintenant c'est sur d'autres îles, hein, et ça s'appellera les hommes de Flores, qu'on appelle les Homo floresensis, et qui vont devenir tout petits. Alors ça, c'est une règle générale qu'on connaît dans l'évolution. Quand des grosses bêtes arrivent sur une île, elles deviennent naines, donc il y aura des éléphants, des stégonones avec eux, et les petites bêtes deviennent grosses. Ce qu'on appelle le nanisme insulaire pour les grosses bêtes, et le gigantisme insulaire pour les petites bêtes. Il y avait des cerfs nains au Japon, il y avait les derniers mammouths nains étaient sur des îles. À Chypre, il y avait des hippopotames nains. En Corse, il y a des cerfs nains. Et même l'empereur était plus petit. Vous voyez, donc... Sur l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Pardon? J'ai presque fini, oui. Oui, d'accord, termine. Sur l'Europe et l'Asie, nous avons donc un tronc commun. Au nord de la Méditerranée, ce sera les hommes de Néandertal, qui étaient depuis la France, l'Espagne, jusqu'en Sibérie, on sait maintenant depuis l'année dernière. Au sud, c'est nous, les Homo sapiens. Et entre les deux, donc, on va se rencontrer au Proche-Orient. Donc c'est pour ça qu'on a un peu d'ADN de Néandertal. Hein, tous les noms africains dans cette salle ont 2 à 4% d'ADN de Néandertal. Il y en a un peu plus qu'on va vers l'Est. Pourquoi les Africains n'ont pas d'ADN de Néandertal? Parce que Néandertal n'est jamais allé en Afrique. Et puis, on sait que maintenant, il y a une autre branche qui s'est isolée. Alors, est-ce que c'est en Asie centrale ou en Europe? On ne sait pas trop. Les données sont contradictoires en ce moment. Qu'on appelle les hommes et les femmes de Denisova, une branche qui se sépare vers 1 million d'années. Et on sait que toutes les populations orientales actuellement d'Homo sapiens, de notre espèce, ont de l'ADN de Denisova. Donc, ça a bougé. Ça a bougé, ça s'est mélangé. On s'est aimé et on s'est aussi tapé dessus. Et d'ailleurs, on pense que les caractères... On sait que Néandertal, maintenant, parce qu'on a l'ADN nucléaire, était blond, enfin, en tout cas, peau claire, cheveux blonds,
ou roux. Et je vois beaucoup de néandertaliennes là. Hein. Donc, et on pense qu'effectivement, nous avons acquis ces caractères en faisant l'amour avec Néandertal, alors que Néandertal, lui, ça a pris du temps, ça a pris des dizaines de milliers d'années par voie de sélection naturelle. Donc, comme disait Darwin, d'ailleurs, très élégamment, peut-être que la sélection sexuelle a beaucoup plus œuvré dans le genre humain que la sélection naturelle. C'est quand même très beau. Donc, il n'avait pas tort. Donc, où je veux en venir? Mesdames et messieurs, il y a 40 000 ans, donc hier, il y avait au moins 4 espèces d'hommes sur cette terre. 4 espèces d'hommes en Afrique, au Proche-Orient, en Europe, en Asie et sur l'île de Flores. Et ça, moi j'ai eu la chance de travailler avec Bernard van der Merch, qui a été le premier homme à mettre ça en évidence dans les années 80, quand il avait démontré qu'au Proche-Orient, on avait Néandertal et Cro-Magnon, c'est-à-dire vous et moi, Homo sapiens, qui étaient côte à côte avec les mêmes faciès culturelles. Et je peux vous dire qu'au départ, ça n'a pas été évident de dire qu'il y avait une deuxième espèce d'homme quand Thérèse est mort et qui était intelligente. Et c'est pour ça qu'on a fait de Néandertal une sous-espèce, Homo sapiens néanderthalensis. Maintenant, on sait que c'est une autre espèce à part entière qui, en Thérèse est mort, les plus anciennes traces de vestiges de soins autour des morts, c'est Atapuerca en Espagne il y a 400 000 ans. Donc, ce qui fait notre humanité n'est pas que le propre de notre espèce, c'était partagé avec les autres espèces. Donc il faut que nous imaginions, que nous pensions qu'il y a existé une seule humanité peuplée de différentes espèces biologiques et dans une pensée tout à fait lévi-straussienne, tout aussi humaine, intelligente que nous, avec des divergences par rapport à ça. Donc vous voyez, ça oblige à re-questionner les fondements de notre humanisme. Alors, il y a 32 000 ans, vous avez la Grotte Chevet, vous avez Néandertal et Cro-Magnon, et on a dit effectivement, ah ouais, on avait des armes plus puissantes, des techniques plus élaborées, etc. Toujours cette vision du progrès lié à l'outil, hein, vous savez, ça c'est au cœur de notre pensée occidentale. Hein. Eh bien en fait non, c'est absolument, on sait que Néandertal nous a donné des techniques, on sait qu'il avait des systèmes très élaborés, mais néanmoins, nous qui venons du Sud, nous allons finir par les supplanter, ainsi que les autres espèces. Alors, est-ce que c'est une question de technique ou pas? Ben non, une fois de plus, on voit bien l'importance des représentations du monde. Je pense qu'il fait la différence, même si on n'est pas capable de le voir, enfin de le voir dans les détails, on le voit, mais de le comprendre dans les détails, pardonnez-moi. En fait, je pense que ce qui a fait la différence pour nous, c'est certainement nos systèmes de croyances, nos organisations sociales, nos manières en fait de nous organiser face à la connaissance du monde et dans le rapport aux autres. Donc on a quand même cohabité 10 000 ans avec eux. Et là, c'est la deuxième grande période de changement dans l'histoire de l'humanité. Évidemment, nous avons une explosion symbolique qui est exprimée par les arts. Alors, Néandertal le faisait, mais là, c'est vraiment quelque chose qui explose. De nouvelles croyances, des cerveaux de plus en plus connectés. Nous naviguons, songez, chers amis, que nous partons d'Afrique, nous, les Homo sapiens, vers 90 000 ans. Vous lirez que c'était 50 000 ans, hein, notamment chez mes collègues de Genève, mais depuis, on sait que c'est plus ancien. Donc, tout le monde a rabaissé cela. Mais en tout cas, imaginez que nous sommes en Australie et peut-être en Amérique du Sud avant d'être en Europe. Pourtant, c'est le chemin le plus court. Mais pourquoi nous avons du mal à nous installer en Europe? Parce qu'il y a Néandertal, évidemment. Et donc, l'Australie, et c'est la première fois qu'un mammifère, depuis qu'il y a des mammifères, c'est-à-dire depuis 150 millions d'années, l'homme est le seul mammifère placentaire à traverser la ligne de Wallace, c'est-à-dire aller en Australie, et le premier mammifère à aller au-delà de l'horizon de sa propre volonté. Ça, c'est une caractéristique de notre espèce, pourtant Néandertal a beaucoup bougé. Nous sommes la seule espèce qui est capable de sa propre volonté d'aller par-delà l'horizon. Il y a toujours 80 km de mer pour aller en Australie. L'Amérique du Sud, je ne vous en parle pas. Et les Américains ont du mal à digérer, parce que leur faire comprendre qu'on soit arrivé à bateau de l'autre côté, déjà, ils ne sont pas contents. En plus, 40 000 ans avant le Mayflower, c'est dur à digérer. Et surtout en Amérique du Sud, mais je peux dire que les Latinos, eux, ils soutiennent le truc. Hein. On a des datations de sites dans le Mato Grosso qui datent de 47 000 ans. Ça a bougé très vite. Et c'est la navigation hauturière. Et donc aujourd'hui, des archéologues font des expériences. À part le Kentucky, on sait faire. Hein. Je veux dire, ça va très vite. Et donc, nouvelles énergies, une fois de plus, vous voyez, donc je ne vais pas refaire la liste, mais tout ça intervient. Il y avait une vraie civilisation, d'ailleurs, d'avant les villes. Hein, pour les historiens, il n'y a pas de civilisation sans les villes, hein, et ben, c'est faux. Il y a 30 000 ans, vous aviez des objets, des valeurs, des connaissances, des représentations, des arts, etc., qui circulaient depuis, en fait, Biarritz jusque par-delà le lac l'Oural et jusqu'au lac Baïkal. Donc il y avait une civilisation. Hein. Alors ça, on la connaît parce qu'on a les vestiges, mais ce n'était pas aussi ailleurs. Donc voilà.
Et dans cette affaire-là, chers amis, c'est la 6e extinction. Nous éliminons les autres espèces humaines. Ce n'est pas une volonté de génocide, mais le fait est là, nous éliminons. Mais nous arrivons en Australie, nous éliminons les macrophones de marsupiaux. Nous arrivons dans les Amériques, nous éliminons les grands mammifères. Et le meilleur film documentaire là-dessus, c'est L'âge de glace numéro 1. Non, c'est vrai. Non, le film est excellent. Hein. Et puis on voit l'homme en filet. Non, mais c'est excellent, c'est vraiment ces faunes-là. Hein. Et le premier qui s'était posé la question, d'ailleurs, dans les années 1830, c'était Darwin. Quand il découvre ces immenses paresseux fossiles, etc., Darwin est le premier en 1830 à se dire « Mais est-ce que l'homme n'est pas responsable de cela ?» Darwin est le premier à prendre conscience de l'impact de l'homme sur les biodiversités. Et ça n'avait jamais été vu. Enfin, en tout cas, il fallait le lire, mais personne ne l'avait lu comme cela. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et d'ailleurs, cette élimination des macrophones a tellement été brutale qu'une étude récente semble indiquer que ça fait l'objet, en termes de conséquences, d'un petit refroidissement climatique, parce que ces grosses bêtes, ça pète et surtout ça rote. Donc ce sont des gaz à effet de serre, et leur disparition brutale, semble-t-il, se mesure dans les carottes de glace aujourd'hui qu'étudient les paléontologues. Donc voilà cette expansion extrêmement rapide du genre Homo, et c'est jamais arrivé dans l'histoire de la lignée humaine, jamais dans l'histoire de la lignée des grands singes, et même dans l'histoire de la vie. Une autre évolution va arriver avec le néolithique, avec les inventions des agricultures, et pareil, le même faisceau de changement dans tous les domaines, donc là je vais être très bref. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que les hommes là commencent à produire leurs alimentations, et forcément vous avez de nouvelles croyances, de nouvelles sociétés, de nouvelles gouvernances, de nouveaux rapports entre les hommes et les femmes. Tout ça va ensemble. Donc vous voyez, c'est ça qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Et puis les hommes vont être créateurs de diversité, notamment en sélectionnant les variétés domestiques d'animaux et de végétaux, qui sont aujourd'hui à nouveau menacés. Hein. Dans la Bible, il est dit tu dois décrire et nommer les animaux. Hein. Et ben, l'homme devient créateur de diversité à cette époque-là, et c'est toute la diversité des faunes et des flores domestiques, et qui vont avec l'émergence, et nous sommes encore les héritiers de cela, des grandes religions, des grandes philosophies. Donc vous voyez, tout ça va ensemble, et c'est dans toutes les parties du monde. L'Antiquité, je passe, je vais terminer, parce que je vois que ça... Et je vais terminer sur cette période, donc, qui est celle qui commence quand Darwin publie L'origine des espèces. Eh bien, à cette époque-là, pareil, vous avez le même faisceau de changement, et puis c'est la révolution industrielle. Eh bien là, l'impact de l'humanité sur les écosystèmes commence à devenir intense. On ne s'inquiète pas trop de la perte des biodiversités, parce que ce n'est pas très critique. Il y a une très grande diversité domestique, comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Mais surtout, on commence à voir l'impact avec les pollutions sur les faunes d'insectes, notamment. Hein, il y a une étude classique avec les phalènes du bouleau. Hein, on s'aperçoit que les pollutions sélectionnent des phénotypes ou clairs ou foncés. Donc déjà, on commence à comprendre à cette époque-là que les activités humaines commencent à jouer un rôle sélectif, bien sûr sur les autres espèces, mais on n'a pas encore compris sur l'homme. Et puis voilà l'époque qu'on est en train de quitter, l'époque tellement glorifiée en France des 30 Glorieuses, où là, effectivement, c'est une période pendant laquelle, nous en sommes encore dedans, l'humanité connaît une évolution comme jamais. En 50 ans, ça a été un progrès extraordinaire dans la médecine, les modes de vie, très inégalitaires, je vous l'accorde, mais comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Et du coup, on s'est dit, ça y est, le progrès est là, l'homme est libéré des contraintes de la nature, ça y est, voilà, la Terre est à nous. Et on avait oublié, évidemment, Darwin et les limitations des ressources que j'ai évoquées tout à l'heure. Et depuis que je suis né, chers amis, la population mondiale a été multipliée par 3. Alors, je suis un héritier de 68, mais je ne suis pas responsable de tout. Et très clairement, depuis 50 ans, population mondiale multipliée par 3, empreinte écologique moyenne multipliée par 100. La Terre ne peut plus tenir, c'est aussi simple que cela. À l'échelle mondiale, c'est plus possible. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre de Darwin à Lévi-Strauss, parce que Darwin, qui fait partie de la famille qui est à l'origine de nos sociétés modernes, les Lumières écossaises, la Révolution industrielle, les Darwin avec les Adam Smith, les Hobbes, les Lumières écossaises sont des gens absolument extraordinaires. Charles Darwin, pourquoi j'en parle? Il n'est pas le premier à décrire les diversités. Il y avait déjà eu beaucoup de choses, je vous l'ai dit, à l'époque de Rousseau. Mais Darwin, dans son voyage, est le premier à comprendre. Il dit ceci: là où l'homme blanc s'implante, les autres cultures sont menacées et les espèces sont menacées. Et il l'écrit dans son carnet de voyage. Il prédit déjà ce qui va se passer en Australie.
et l'Australie est dans une catastrophe écologique absolument ahurissante, comme vous le savez. Donc Darwin l'avait déjà vu. Darwin combat le racisme, bon ça c'est pas la question de ce soir. Et puis un siècle plus tard, exactement un siècle plus tard, regardez, c'est extraordinaire. Hein, les dates, vous voyez, entre Darwin et Lévi-Strauss, c'est exactement quasiment un siècle entre leur naissance, leur publication, etc. Hein, Darwin a fait son voyage parce qu'il reçoit une lettre, un peu plus il ne partait pas en voyage. Et Claude Lévi-Strauss, il reçoit un coup de fil, sinon il ne partait pas. Donc vous voyez, ces gens qui ont modifié le monde, ça s'est joué à très peu de choses. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient qu'il n'ait jamais reçu cette lettre, ni ce coup de fil. Bon, enfin bon. On ne refait pas l'histoire. Et Trisotropique, c'est quoi? C'est Darwin qui dit, c'est fini. Lévi-Strauss, pardon, lapsus révélateur. Donc, et leur voyage, je les ai croisés dans mon livre, vous verrez, c'est absolument extraordinaire. Darwin est au commencement du progrès avec sa famille, et pourtant il est déjà conscient des désastres possibles. Il dit bien possible, parce qu'à l'époque, comment voulez-vous? Et Lévi-Strauss dit, ça y est, nous perdons ces diversités. Nous sommes déjà en train de perdre tout cela. Et quand en 1971, il dit à l'UNESCO, oui, attention, chaque peuple qui disparaît, c'est une partie du génie de l'humanité. Et on a du mal à le comprendre. Il faut attendre les années 2005, mesdames et messieurs, 2005, pour qu'à l'ONU, il y ait une charte de la préservation des autres cultures. 2005, ça ne fait pas 10 ans. Et Lévi-Strauss ne hiérarchise pas. Il dit que chaque population humaine a déployé une forme de génie par rapport aux autres, qu'on a longtemps ignoré, nous l'Occident, par notre domination. Donc il va falloir qu'on soit plus modeste par rapport à cela. Et donc, très clairement, vous voyez, cette prise de conscience était quand même extrêmement récente. Et moi, j'aime bien citer le poète mort maintenant, Amadou Mpateba, qui disait « Chaque homme, chaque vieillard, chaque femme âgée qui meurt, c'est une bibliothèque qui s'efface. Car, mesdames et messieurs, on aura beau conserver des graines, on aura beau conserver des gènes, et bien même les graines conservées, si vous ne conservez pas les pratiques agricoles ancestrales qui vont avec, ça, nos meilleurs ingénieurs agronomes ne pourront jamais le reconstituer. Car une espèce disparaît, ce n'est pas une espèce qui disparaît, c'est aussi des représentations du monde, des peuples qui vivent avec, comme pour nous. Cette prise de conscience est extrêmement récente. Et voilà le bilan, bien sûr, d'une manière cynique et darwiniste, que Darwin n'était pas comme ça, bien sûr. Le bilan est clair, nous dominons la Terre, mais à quel prix? Nous avons éliminé toutes les espèces les plus proches de nous en termes de parenté et de complexité. Voilà quel est le bilan. Donc nous détruisons les espèces dans l'ordre inverse de leur proximité avec nous. Hier les autres hommes, aujourd'hui les grands singes et les mammifères les plus intelligents. Nous sommes en train, mesdames et messieurs, de remettre l'état de la nature comme elle était il y a 500 millions d'années. Et pourquoi on ne pourra pas survivre? Voilà toute cette diversité qu'il faut préserver. Parce qu'effectivement, je vous l'ai dit, découvrir l'évolution, c'est un voyage dans les diversités. Et si Charles Darwin et Claude Lévi-Strauss repartaient en voyage aujourd'hui, ils ne pourraient pas voir toutes ces diversités domestiques, naturelles et culturelles qui leur ont permis de reconstituer ce récit. Et Claude Lévi-Strauss n'est pas du tout connu comme cela, mais voici la conclusion de sa dernière conférence à l'Académie des sciences, où j'ai le bonheur d'assister. Il dit « Ainsi, la seule chance offerte à l'humanité serait de reconnaître que, devenue sa propre victime, cette condition la met sur un pied d'égalité avec toutes les autres formes de vie qu'elle s'est employée et continue de s'employer à détruire. Car la diversité, les diversités sont les filles de l'évolution, et sans diversité, il n'y aura pas d'évolution possible pour les générations futures. Or, Darwin ne parle pas d'évolution, il parle de descendance avec modification. Donc, pour les personnes responsables aujourd'hui, l'évolution, ce n'est pas notre passé, c'est le droit des générations futures, c'est-à-dire nos enfants et nos petits-enfants. Et en fait, on le savait depuis longtemps, que l'histoire des diversités, c'est la guerre des mondes. Quand les Occidentaux arrivent dans les Amériques, 90 millions d'Amérindiens meurent parce qu'ils n'ont pas les mêmes systèmes immunologiques qui sont liés à notre évolution avec les animaux domestiques. Tout ça, vous pouvez refaire l'histoire de l'humanité avec les biodiversités et les virus. Et en fait, qui avait connu cela? Regardez le dernier film, le film de Spielberg, La guerre des mondes. Écoutez le récit de la fin, c'est dans H.G. Wells. H.G. Wells, Guerre des mondes, qui était l'ami de Thomas Huxley et de Julian Huxley, ami de Darwin également, enfin pas Wells, parce que Darwin était mort, mais c'est le même groupe. À la fin de la guerre des mondes, voilà ce qui est dit. Le narrateur dit ceci. Si nous n'avions pas été emprunts à l'épouvante, en fait, nous savions que nous pouvions survivre. Car à partir du moment où les envahisseurs se sont mis à boire, à espérer et à manger, à partir du moment où ils se sont mis
à vouloir être comme nous, eh bien, ils ont voulu prendre la place que nous, les humains, nous avions acquise au prix de millions de générations et de millions de morts, car en fait, on ne vit pas et meurt en vain. En fait, dit-il, à partir du moment où ils se sont mis à respirer, à boire et à manger, leur sort était scellé. Eh bien, c'est quoi aujourd'hui? Parce que ce monsieur est peut-être là, que j'ai rencontré dans le DGV, un très grand chirurgien de chirurgie viscérale qui est chez vous, monsieur Pietro Mayor, je crois, si je me trompe pour son nom, mais Pietro est son prénom, ça j'en suis sûr. Eh bien, voilà de quoi nous discutions. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir que nous sommes nous-mêmes des écosystèmes, mesdames et messieurs. 90% de vos cellules sont des micro-organismes qui ne sont pas humains. Seuls 20% de ce que vous êtes, ce sont des cellules humaines, ce qu'on appelle le microbiote. Eh bien, en fait, mesdames et messieurs, ces microbiotes, ce qu'avait très bien vu A.G. Wells, c'est ce qui fait notre santé, c'est ce qui fait notre capacité de résister aux maladies. Un enfant qui naît par les voies naturelles ou un enfant qui naît par césarienne n'aura pas le même système immunologique tout le reste de sa vie. Selon ce que vous mangez, vous n'aurez pas les mêmes capacités à résister aux maladies. Ces micro-organismes qui sont autour de nous sont à la fois nos meilleurs alliés. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être aujourd'hui, sans critiquer la médecine qui a fait des progrès extraordinaires, peut-être qu'il faut réapprendre à être un peu plus sale. Pour stimuler notre système immunologique, pour stimuler notre microbiote. La médecine est en train de changer complètement autour de cela, ce qui n'empêche pas tous les acquis sur les vaccins, etc. Et effectivement, on sait aujourd'hui qu'on appelle le ventre notre deuxième cerveau. L'autre cerveau a besoin de manger, mais vos intestins aussi vous donnent des émotions et des sentiments. Très clairement, on a ça aussi chez les chimpanzés. Il faut nous réapprendre pour vivre et mieux vivre à nouveau coévoluer avec ces infimes micro-organismes que nous avons ignorés pendant si longtemps et qui sont importants pour nous. 80% des obèses ont un déficit de faune intestinale qu'on appelle le microbiote. Donc aujourd'hui, on parle de médecine évolutionniste. Et vous voyez comme quoi c'est important. Je sens que je vais avoir mon quart d'heure en italien. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la médecine évolutionniste, écoutez, l'homme doit s'adapter à lui-même. Les nouvelles maladies que connaît nous posent des problèmes. Les populations dites traditionnelles n'ont pas cela. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des phénomènes de coévolution. L'évolution ne s'arrête jamais, sauf qu'elle est dans la ville, avec les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes dont on parle tant aujourd'hui. Eh bien, ce sont en fait nos systèmes immunologiques qui ne sont pas sollicités et qui se retournent contre nous. Donc, il va falloir que nous réapprenions à vivre avec toutes ces infimes biodiversités. Et donc, je m'arrête là, c'est promis, en vous laissant lire cela. Mais vous allez me dire aussi, oui, c'est bien tout cela, mais en quoi nous sommes concernés par les tigres ou ce qui se passe ailleurs dans le monde, ces autres populations, etc. Donc, je vais me permettre de terminer par une histoire tout à fait personnelle. Je venais de publier mon livre de Darwin à Lévi-Strauss. Je me retrouve à l'UNESCO avec des chefs amérindiens. Alors, oui, ils ont les plumes, mais essayez de les suivre sur Internet, vous allez voir, ils sont bons, les mecs. Et c'était un grand moment de rencontre, bien sûr. Et en sortant de l'UNESCO, j'appelle ma belle-fille, qui est la maman de ma première petite fille. Elle se prénomme Samar, ce qui veut dire en arabe éclair de lune, parce que son papa est palestinien et sa maman brésilienne. Alors je sors de l'UNESCO et je lui dis, écoute Samar, j'étais avec des chefs amérindiens, j'étais très ému et je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. De quelle ethnie viens-tu? Parce que les Brésiliens n'aiment pas trop qu'on parle de cela. Elle me dit, écoutez, j'appelle ma grand-mère et je vous réponds dès que j'ai la réponse. 2 jours plus tard, elle me rappelle, elle me dit, écoutez, elle me dit ça en plus, Pascal, je suis désolé. Je suis désolé. On ne sait plus de quelle ethnie on vient et on a perdu son nom. Donc moi, Pascal Pic, paléoanthropologue du Collège de France à Paris, qui écrit un livre sur l'urgence et l'importance des diversités, je suis le grand-père d'une petite fille dont l'ethnie a disparu. Merci. Merci. Merci.
Merci beaucoup Pascal Pic. Vous voyez jusqu'où nous mène la mandibule. On vous aurait écouté encore pendant... Ça permet de parler. Oui, c'est ça. Alors, je crois qu'on va devoir renoncer aux questions malheureusement, mais je vous suggère très très vivement la lecture de ces livres qui sont aussi vivants que votre discours. Alors, je vois beaucoup de gens qui sont levés, mais si quelqu'un voudrait poser une question, on va peut-être voir si on y arrive dans le mouvement. Est-ce qu'il y a une... Monsieur là-haut. Où Là-haut. Ah, ouais. Merci pour tout. Question très simple et brève. Dans les quelques cartes de la fin, notamment Révolution néolithique, vous avez évoqué la notion de cerveau collectif. Qu'entendez-vous par là? En fait, cher monsieur, vous le savez bien, les gens des villes ne sont pas plus intelligents que les gens des campagnes. Mais l'avantage des villes, c'est que les gens se connectent rapidement, sont vite en relation, et c'est pour ça que les villes, c'est pour ça que j'ai parlé de cerveau connecté, les villes permettent aux personnes, évidemment, d'échanger, d'innover, et puis de créer de nouvelles choses. Donc, effectivement, c'est une communauté où il y a des diversités et qui permettent effectivement d'avoir plus d'innovation. Aujourd'hui, évidemment, on a une période, ça a été très bien dit tout à l'heure par Madame la vice-présidente, c'est vrai qu'on a une période exceptionnelle aujourd'hui où tout le monde, comme dit Michel Serres, vous savez, la belle expression, il dit c'est la petite poussette. C'est extraordinaire. Maintenant, on a le monde dans la main. Petite poussette, c'est extraordinaire. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, chers amis. Hein, donc là, aujourd'hui, peut-être pas. Donc, mais ça veut dire quoi? C'est qu'on est tous connectés. Et aujourd'hui, n'importe qui dans le monde, où que ces personnes soient, peut être connecté. Quand je fais une conférence, vous pouvez vérifier ce que je dis directement. Et on est déjà au seuil d'une révolution entamée extraordinaire, où, comme jamais dans l'histoire de l'humanité, d'imaginer quand même... Alors, 40% des personnes dans le monde sont connectées actuellement, d'après les derniers chiffres que j'ai lus, mais ça fait quand même plus de 3 milliards de personnes qui sont connectées. Donc, je crois qu'on rentre dans un âge nouveau de l'humanité absolument extraordinaire, et ceci a commencé dans les villes, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, la science, cher monsieur, je vous l'ai dit tout à l'heure, la science ne se fait pas seule. Einstein, on a tous en tête la photographie de la fondation Solvay. Hein. Einstein est entouré de génies. Platon est entouré de génies. Darwin est entouré de génies. Lamarck est entouré de génies. Hein. La science est une aventure collective dans laquelle, d'ailleurs, et c'est le grand Alexander von Humboldt qui avait mis ça en place, la science n'existe pas si on ne communique pas entre nous et si on n'est pas dans un système ouvert de critique, d'appréciation collectif. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et la science, d'ailleurs, on était tellement pressé de communiquer qu'on a inventé Internet et qu'on vous l'a donné. Ouais, donc c'est quand même sympa. Donc voilà, donc quelqu'un d'intelligent tout seul, ça n'existe pas. Voilà, c'est aussi clair que ça, sauf ceux qui embêtent les scientifiques, mais ça c'est autre chose. Merci. Eh bien, au sujet de ceux qui embêtent les scientifiques, après cet extraordinaire panorama que vous avez brossé de l'évolution, comment peut-on comprendre et que faut-il comprendre du succès, semble-t-il, sans limite quasi dans certains pays, du créationnisme en ce moment? Alors ça a été un sacré choc. C'est un sacré choc quand, dans les années 1980, ont ressurgi les mouvements créationnistes qui viennent des États-Unis. Il faut être très clair. Hein. Tout ça, j'explique dans mon livre Lucie et l'obscurantisme. Et ceci a émergé à la faveur de la révolution conservatrice qui accompagnait l'arrivée de Reagan. Et à ce moment-là, effectivement, le Parti républicain va commencer à chercher des soutiens du côté de sa frange la plus à droite, comme un certain parti politique chez nous en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors, et là, effectivement, personne s'y attendait. Et en définitive, on a tous été très naïfs. L'histoire, je vais très vite, hein, a commencé en 1925. Et là, moi, j'ai appris une chose. Le retour du mouvement créationniste n'est pas lié au départ à quelque chose de complètement obscurantiste. Mettez-vous dans la peau d'un Américain au début du XXe siècle. L'Amérique est grande, elle est isolée,
Et son problème à l'Amérique, est-ce qu'elle intervient ou pas? Ça a toujours été un problème de l'Amérique. Est-ce qu'elle intervient dans les affaires du monde ou pas? Enfin, en tout cas, jusqu'à cette époque-là. Et au moment de la Première Guerre mondiale, il y avait ce qu'on appelle des missions humanitaires aujourd'hui, qui sont de part et d'autre du front, hein, du côté des Allemands et du côté des Alliés, parce que l'Amérique n'a pas pris parti. Et là, il y a un gars qui est quand même troublé parce que les officiers prussiens disent « Mais c'est pas possible cette boucherie », il leur dit. Et les Prussiens lui disent « Mais attendez, c'est la loi de Darwin, c'est la loi de la nature, c'est la loi du plus fort ». Donc il est choqué, il revient, il écrit un témoignage. Et un monsieur qui sera d'ailleurs 2 fois candidat à la présidence des États-Unis, son nom m'échappe à l'instant, s'offusque et dit « Mais non, il faut que ça s'arrête, quoi. On ne peut pas justifier la barbarie par des lois de la nature et par Darwin. Et puis en plus de ça, je vous rappelle, c'est les lois sur la laïcité en Europe, notamment en France. Et puis en plus, c'est la révolution bolchevique. Donc ça commence à faire beaucoup, vous voyez. Et donc là, il va développer un mouvement pour qu'on n'enseigne pas à l'école les théories darwiniennes qui disent que la barbarie naturelle doit intervenir dans les affaires humaines. Donc ça partait vraiment d'un mouvement tout à fait humaniste, c'est clair. Donc, ils vont interdire l'enseignement de la théorie darwinienne, sauf que les enseignants laïcs et les biologistes ne sont pas d'accord. Il va y avoir procès, c'est le fameux procès du singe de 1925 à Dayton, dans le Tennessee. Et là, ce qui est incroyable, on a le candidat à la présidentielle américaine qui est là, et M. Darrow, qui est un des plus grands d'ailleurs avocats qui défend les laïcs. Et ça passe middle of nowhere, comme on dit là-bas, mais sauf que c'est le premier procès radiodiffusé nationalement. Donc ça prend une ampleur extraordinaire. Les créationnistes vont gagner, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, le procès, mais tout le monde retourne dans ses pénates, donc on avait oublié ce truc-là. Arrive la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique donc, nous aide, comme vous le savez, et puis les Russes sont en tête, hein, vous savez que l'histoire du Spoutnik, etc. Et les Américains commencent à s'inquiéter, et ils développent un programme scientifique absolument énorme, où il s'agit donc d'assurer la domination de l'Amérique face au bloc soviétique. Et ça tombe bien, les théories de l'évolution sont en plein essor. Ça s'appelle la théorie synthétique. Donc du coup, voilà, on a oublié cette affaire. Et quand arrivent les années 80, eh bien, quand Reagan arrive, d'un seul coup, on s'aperçoit que tous les groupes créationnistes, c'est-à-dire, vous savez qu'aux États-Unis, c'est les créationnismes, parce qu'il y a plein de diversité de chapelles incroyables. Personne ne s'y reconnaît là-dedans. Hein. Le créationnisme, dans sa diversité aux États-Unis, c'est comme l'extrême gauche en France. Hein. Personne ne piche. Il y a des fractions, c'est pas trop, c'est à peu près pareil, quoi. Donc, en termes de phylogénie, j'entends. Hein. Donc, et donc, du coup, ils étaient financés pendant 50 ans, créé leurs instituts, ils étaient organisés, ils avaient créé leur manuel scolaire, et comme là-bas, les parents d'élèves se font élire pour les programmes des écoles, contrairement à la France, donc c'est là, évidemment, c'est là que le jacobisme nous aide, bah, très clairement, ils ont pris le pouvoir tout de suite. Et c'est comme ça qu'ont commencé toutes ces querelles. Alors, l'explication que je propose, alors là, c'est pas parole de vérité, hein, mais je pense qu'effectivement, ce retour des créationnismes, je pense que c'est une crainte de cette modernité qui nous bouscule à toute vitesse. L'Amérique n'a plus la certitude de dominer le monde, et donc à partir de là, si vous voulez, il y a une tentation de revenir vers des valeurs fondamentales, de se refermer au reste du monde. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. Mais derrière, attention, il y a des purs créationnistes qui, évidemment, pensent comme ça, c'est leur foi, et moi je le respecte. Hein. Moi, ça ne m'ennuie pas du tout que quelqu'un pense que le monde a été créé en 6 jours, il y a 6000 ans, hein, et qu'ils ne viennent pas en science. Hein. OK ? Donc, ça s'appelle la laïcité. Et derrière cela, ce qui est intéressant, c'est que en effet, il y a eu ces retours donc de part de gens qui étaient inquiets, mais derrière, il y a eu un vrai mouvement théocratique hein, qui voulait installer la théocratie et qui voulait s'opposer donc à l'enseignement des théories de l'évolution, à toute forme de matérialisme. Et pour vous dire que comme c'était grave et que le piège qui nous était tendu, alors ça c'est très important ce que je veux dire, le piège qui était tendu, c'était d'opposer la religion à la philosophie et à la science. Si vous tombez dans ce piège, vous êtes foutu. Car, dans le deuxième procès du singe de 1982, il y aura qui parmi les plaignants? Les associations laïques, et je veux dire qu'aux États-Unis, être laïque, c'est pas être athée. Vous voyez? Il y a deux choses qu'il ne faut pas dire en Amérique, hein, je suis communiste et athée. Vous êtes mal, là. Mais il y a des athées quand même. Donc, je disais quoi? Oui, parmi les plaignants, il y avait bien sûr les associations laïques, les associations d'enseignants, bien sûr,
mais aussi les représentants des grandes religions. C'est-à-dire qu'effectivement, et ce qu'a très bien vu la Cour suprême américaine, c'est que les volontés des créationnistes, c'était évidemment d'installer leur seule vision de la religion. Donc, c'est-à-dire, ils étaient contre l'islam, contre les catholiques et contre les obédiences plus ouvertes, évidemment, qui sont majoritaires, heureusement, du protestantisme. Donc, vous voyez, donc l'enjeu, c'était sur la laïcité. Alors, pourquoi Darwin? Parce que vous dites aux gens, l'homme descend du singe. Alors, après ce que j'ai dit ce soir, vous pouvez faire un test. Hein, vous allez dans la rue, les jeunes hommes d'un côté, les jeunes femmes de l'autre, vous dites, tiens, il y a une belle fille, oh, tu sais, t'es belle comme un singe. C'est mal barré, hein, d'accord? Hein? Donc c'est pas notre truc. Hein. Et donc, alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un prosélytisme hallucinant, puisque les islamistes, qui n'avaient déjà pas besoin de ça, ils ont été nourris au créationnisme, parce que le créationnisme, c'est très ancré hein, dans ces mouvances américaines. L'islam n'est pas créationniste. Hein. Les catholiques, plus ou moins, mais ça, c'est un peu ambigu. Hein. Donc, vous voyez, c'est un vrai cancer, hein, c'est une vraie pollution, et ils ont été embêtés tout le monde. Donc, ils ont été pollués l'islam, ils ont été pollués les orthodoxes aussi, parce que c'est un vrai militantisme. Donc, vous avez un groupe, voilà, qui doute, qui n'est pas à l'aise sur cette terre, qui pense que c'est une malédiction d'être sur la terre, qui est contre la laïcité, et donc, partant, c'est plus facile de passer par Darwin et les sciences, mais ils ont pu passer par autre chose, hein, sauf que là, c'est quand même plus facile. Donc, voilà, et comment expliquer ça? Je pense que c'est un monde aujourd'hui qui doute. Mais ce n'était pas le cas dans les années d'après-guerre, avec le plan Marshall, tout le monde croyait que ça allait bien, etc. Donc je pense que c'est un symptôme d'une inquiétude sur notre devenir. Voilà, en tout cas, c'est ouvert à interprétation. Là, je ne suis pas plus compétent que vous jusque-là, à ce moment-là. Merci. Pardon, j'ai un peu long, mais il fallait expliquer le truc. Mais ce n'est pas science-religion, hein, c'est faux. Moi, je travaille avec des théologiens. Moi, j'ai une devise. Hein. Il n'y a pas un seul chemin qui mène à l'homme. Moi, j'en connais un. Et quand j'ai face à moi un croyant ou une croyante qui partage les mêmes visions de laïcité, d'humanité, et je préfère ça qu'un abruti évolutionniste qui est darwiniste et qui élimine les autres. Hein. D'accord? Voilà, je vous remercie encore infiniment et je vous souhaite une bonne soirée. La prochaine, ce sera le 4 décembre sur l'Ukraine. On change. Bonne soirée et merci beaucoup à vous tous.